Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Et moi, c'est LP. Et aujourd'hui, on reprend notre tradition de vous présenter les jeux qu'on attend le plus pour la prochaine année, donc pour l'année 2026. Oui, tout à fait. Évidemment, il y a certains titres qu'on ne mettra pas de côté, soit parce qu'on en a déjà parlé, qu'on ne mettra pas, je veux dire, dans la vidéo, soit parce qu'on en a déjà parlé dans les dernières années, puis c'est des jeux qui sont pas encore sortis, qui ont pris du retard, etc. Soit parce que malgré leur annonce que ça sort en 2026, on estime que les chances que ça se fasse sont extrêmement peu réalistes. Fait qu'on se concentre sur ce qu'on pense qu'il y a peut-être une chance de sortir en 2026. Donc justement, j'ai fait une petite liste des jeux que je nommerai pas cette année parce que je les ai nommés soit l'année passée ou peut-être même là 2 ans. Donc des fois, ça prend beaucoup de retard, ces affaires-là. Donc je ne nommerai pas aujourd'hui le jeu World Order que j'ai déjà nommé précédemment. Ouais. Lairs, un petit jeu de duel. Le fameux Western Legend Stories qu'on a parlé l'année passée. Ouais. God of War, le board game de Simon. Ça, on se croise les doigts. Mais ça regarde mal. Pathfinder Quest qui a eu sa campagne cet automne. Fait que ça fait pas très longtemps. Et le jeu Horror on the Orient Express de board game aussi qu'on a déjà parlé, qu'on avait vu et essayé à qu'on Gen avait Con tous les. en Qui 2024. étaient sur nos deux listes, je pense, l'année passée. Ouais, exact. Ou l'année d'avant. Fait que c'est ça. Fait De que mon côté, similaire, là, il y a des jeux comme Rogue Angels, qu'est-ce que j'ai d'autre si je vois de mémoire? Adeline, Western Legend Stories, t'en as parlé. Il y a certains trucs pas trouvables. J'ai toujours poursu celui de Chip Theory Games de Skyrim. Ouais, c'est vrai, il n'est pas sorti en français encore. Il est pas sorti en français, j'ai fait l'erreur de le bac en français. Fait qu'il y a celui-là que j'ai pas reçu, j'ai toujours pas reçu. Il y en a même que le 2 ans sont toujours pas encore arrivés. Fait que on va pouvoir se concentrer sur ce qu'on pense qui va arriver cette année. Ouais, c'est ça. On finit par s'assagir un peu puis de spotter des jeux Ouais. qui c'est plus réaliste qui sortent. Quoi qu'il y en a, Prochaine. j'en ai 3 dans ma liste, je te dirais que je suis pas certain à 100%, mais on verra bien. Ben, c'est correct d'en mettre quelques-uns aussi. Ouais, c'est ça. Donc, sans plus tarder, on se lance dans notre top 15 des jeux les plus attendus pour 2026. Donc, je te laisse nous partir ça. Ben, je commence justement avec un de ceux que je suis le moins sûr de la liste, c'est quand même drôle. C'est un jeu qui s'appelle Hell Legends, dont la campagne de financement a eu lieu il y a quelques mois. Fait que, on est déjà avancé dans le design en termes du jeu. Hell Legends, j'ai pas énormément d'informations sur le jeu, parce que j'ai finalement décidé de ne pas le supporter. Mais ça semble être vraiment un Diablo, le Dungeon Crawl. Là. Si jamais tu vois, pour ceux qui voient le cover de la boîte, ouais, c'est ça. C'est plus rendu inspiré de, rendu là. C'est ça, ça s'appelle Hell, c'est clairement le cover de Diablo, fait que ça a l'air d'être vraiment un dungeon crawl, tapoche des monstres, avance, trouve des trésors, level up, etc. J'avais suivi quelques vidéos de design puis de gameplay pendant la campagne. Ça avait l'air, intéressant mais classique. C'est pour ça qu'il était comme 15e. Du gros chocage de dés, là. Ouais, c'est ça, tu sais, un autre dans les multiples Massive Darkness, les Zombicide, etc. Fait que lui, je me rappelle que je trouvais que la façon dont tes personnages évoluent, elle évolue pendant la campagne, ça semblait fort intéressant. Avec beaucoup de choix possibles là, sur comment ton personnage va se développer. C'est cette grille-là, justement, là, tu développes des skills. Genre le tech tree. Il y avait Ouais, puis il y avait une espèce de progression dans les mêmes compétences. Ça me faisait penser un peu à l'autre inspiré de Diablo qu'on avait joué ensemble. Sanctum. Où tu débloquais des skills en les upgradant, puis etc. Fait qu'il y avait plein de couleurs différentes, des symboles, etc. Il avait l'air d'avoir pris l'aspect de Runagar, d'avoir des petits donjons à différents niveaux d'auteur pour rajouter de l'immersion. Puis ça, c'était un prototype. Là. J'assume que la version finale, ça ressemblera pas exactement à ça. Puis comme ça faisait déjà quelques mois, il y a peut-être des chances que ça finisse par sortir. En tout cas, que les backers, minimalement, le reçoivent à la fin de l'année, puis qu'on en a des nouvelles comme ça.
Fait que un bon vieux gros Dungeon Crawl. C'est pour ça qu'il était juste 15e, parce que malgré le fait qu'il y avait plusieurs aspects qui étaient intéressants, il n'y avait rien non plus qui me. Tu sais, qui faisait que, ok, ça c'est vraiment original et j'ai jamais vu aucun autre Dungeon Crawl essayer ça. Mais, tu sais, une espèce d'affaire réconfortante, là, aller tapocher du monde Ouais, dans un c'est donjon ça. souterrain et monter de niveau, là. C'est toujours cool. Ben, en tout cas, moi, j'aime toujours ça. Ben oui. Fait que c'était mon choix numéro 15. Je surveillerai s'il réussit à sortir en magasin puis avoir quelques copies. J'essaierai peut-être de ramasser une boîte de base là, pour le tester quand ça arrivera. Cool, intéressant. Mon numéro 15, c'est un jeu de une de tes compagnies favorites, qui Oh! est une compagnie canadienne, donc Roxley Ouais. Game. J'ai mis leur jeu de party Excalibur. de luxe, Excalibur. Donc, c'est une espèce de love letter, genre, qui peut jouer à 8 avec des composantes un peu tour de luxe pour ce genre de jeu-là. Fait que, tu sais, Ouais. c'est vraiment un jeu léger, un jeu d'ambiance, un jeu de party. On va avoir des espèces de chips de personnages dans nos mains, qui représentent les personnages là, des légendes arthuriennes. Puis le jeu avait comme deux versions. Tu avais des chips comme en acrylique, puis tu avais la version méga deluxe où tes chips étaient en métal. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est un peu overkill. Puis t'as genre d'épée en métal aussi que tu mets sur la table pour délimiter la zone où on met les chips de personnages. Fait que c'est vraiment Ouais. un jeu overproduce à côté, mais vraiment, Ah, il vraiment était très beau. cher là, pour un jeu de party. Il était magnifique, là, mais il Ouais. était cher pour un jeu de Ouais. C'est party. comme un love letter qui va te coûter 75$, tu sais, au final. Là. Fait que, Ouais. OK, c'est là, mais tu sais, c'est toujours un genre de jeu en grand groupe, justement, dans des événements, ou tu sais, nous autres, quand on fait de l'animation, c'est des genres de jeux faciles. Dire, vous êtes une gang de 8, OK, ben parfait, j'ai ce jeu-là, jeu léger, jeu de party, tu sais, avec du beau matériel à manipuler. Fait que, tu sais, c'est un genre de jeu, le fun à avoir dans ta collection. Mais tu sais, je pense pas que le gameplay va me jeter à terre. J'ai regardé une vidéo d'une partie justement. Ils avaient fait venir une gang d'influenceurs pour faire un playthrough du jeu. Fait que tu sais, c'est vraiment à ce qu'on s'attend. Là. Tu sais, c'est vraiment une vibe love letter en gang avec des revirements. Le but, c'est d'avoir Excalibur dans ta main à la fin de la partie. Fait que là, on va jouer Mm. un de nos personnages à notre tour, puis les personnages ont tous des petits pouvoirs. Fait que tu vas pouvoir des fois échanger une chip avec quelqu'un ou demander au monde qui disent qui est en possession d'une épée parce qu'il y a plusieurs autres épées Mm. aussi à part Excalibur. Fait que là, tu as un côté bluff, tu as un côté déduction. Fait que c'est ça, Excalibur qui va sortir en 2026, mon numéro 15. C'est bon. Fait qu'on est déjà rendu à notre numéro 14 qui va aller très très vite dans mon cas parce que j'avais mis un jeu de Roxley Games Oh! qui va sortir et qui est un jeu de party. Tiens donc! J'avais mis aussi Excalibur dans ma liste pour toutes les raisons que tu as dit. Là. Parce que ça va être un jeu facile à amener. C'est pas nécessairement un peu pour compléter sur ce que tu as dit à la fin. Le gameplay ne m'apparaissait pas si fantastique que ça nécessairement. Mais standard dans ce genre de jeu-là. Parce que je suis pas nécessairement un fan de jeux de bluff à la base. C'est pas ma mécanique préférée. Puis je voulais pas la version méga deluxe parce que j'ai surtout l'intention de l'amener. On a souvent des groupes de 6-7, là, puis c'est Ah, dur à exact. trouver. Quand on fait de l'animation, des jeux qui se jouent bien à 8, qui s'expliquent pas en une demi-heure, puis qui tout le monde peut prendre du plaisir rapidement, puis il avait l'air intéressant. Fait que tu sais, si on est capable, probablement essayer de mettre la main sur une boîte, peut-être l'édition du milieu, là, celle en métal, elle m'apparaît, même moi, Overkill. un peu overkill. Mais celle avec les chips d'acrylique, ça peut être intéressant. Là. On va essayer d'avoir ça. Fait que 14 Excalibur. Cool. Mon numéro 14, c'est un tout petit jeu qui prend une mécanique de jeu que j'aime beaucoup puis qui n'est pas nécessairement si populaire que ça. C'est le backbuilding. Donc, ça s'appelle Satchel Quest, la Ah, quête du sachet. En français, ça fait un peu weird, mais bon, j'imagine qu'ils traduiront pas le titre comme ils font d'habitude. Donc, c'est un backbuilding, mais vraiment familial. Ça a été designé par la gang de Flat Out Games. Donc, Molly Johnson et ses compatriotes habituels, donc Sean et Robert Melvin. Fait que c'est l'équipe de développement de Roxley. Ils sont allés chercher quand même Vincent Dutray pour du beau art. Fait que c'est comme toujours des choses de cool. mhm. Mais il n'est pas édité par Flat Out, donc ils se font éditer chez Weird City Game, qui est un éditeur que je connais pas. Euh, donc, c'est ça. Un backbuilding avec une espèce d'aspect un peu dungeon crawl. Donc, on va avoir un board de donjon devant nous.
Puis dans le fond, on va aller chercher des chips pour essayer d'avancer puis progresser dans ce donjon-là. Puis la twist du jeu, si on veut, c'est que les chips dans ton sac sont recto-verso. Fait qu'ils n'ont pas la même habileté de chaque côté. Fait que quand tu piges une chip de ton sac, tu vas décider sur quel côté tu la joues. Fait que tu sais, mais peut-être que d'un côté, j'ai un effet pour me défendre contre un monstre. Peut-être de l'autre côté, j'ai une attaque. Peut-être de l'autre côté, justement, je peux faire telle habilité qui va me donner telle affaire. Fait que tu vas choisir, à chaque fois que tu vas piger un jeton, tu vas choisir de quel côté tu joues. Puis tu vas le placer sur ton donjon. Fait qu'il y a une espèce de côté puzzle. Donc, tu vas essayer de placer tes chips de façon stratégique sur ton puzzle pour essayer justement de le terminer ou d'aller chercher les trésors, les affaires qui sont dedans. Puis quand ton donjon est fini, ben, tu vas en mettre un nouveau plateau. Fait que tu vas comme découvrir un autre étage de ton donjon. Fait que tu vas progresser comme ça. Ça me semble une espèce de multiplayer solitaire, on se le cachera pas, là, dans le sens que chacun a son donjon. Fait qu'on, tu sais, je sais pas s'il y a des interactions vraiment avec les autres joueurs. Peut-être dans l'espèce de. Il y a peut-être des objectifs à réaliser ou une espèce de marché justement au milieu où on recrute des nouvelles chips. Mais sinon, pour le gameplay, ça se fait vraiment sur ton board à toi là, de progresser là-dessus. Fait que ça me semble intéressant. C'est un jeu que j'avais supporté là, parce que c'est une équipe que j'aime beaucoup. Fait qu'un petit backbuilding familial, c'est quelque chose aussi d'assez différent. Souvent, c'est des jeux plus complexes aussi là, dans ce style-là. Fait que d'en avoir un peut-être plus léger, plus accessible pour introduire cette mécanique-là, ça peut être cool. Puis je trouvais que le jeu avait l'air intéressant dans son style, le petit jeu familial de puzzle avec du backbuilding. Fait que mon numéro 14, Satchel Quest, qui avait passé par Kickstarter, justement. Ça. L'air intéressant, je n'avais pas entendu parler du tout. Ouais, des fois, des petits projets de même qui passent sur le site, c'est le fun. Ouais, en effet. Donc, numéro 13, j'ai très très peu de détails sur le gameplay parce que c'est une combinaison de personnes que j'aime beaucoup, fait que j'ai pas tant regardé, puis c'est un jeu que j'essaierai de me procurer quand ça va sortir en magasin. C'est le jeu La Grande Librairie ou The Great Library Ouais. de Vital, mon ami Vital, et de son designer de toujours, son artiste de toujours, Yann O'Toole. Donc, fait qu'on a un jeu sur la librairie d'Alexandrie, la bibliothèque d'Alexandrie. C'est surtout le thème qui m'a attiré parce que là, dans le fond, ça fait 2 ou 3 Vital Lacerda que j'ai tout simplement skippé parce qu'à un moment donné, tu peux jouer à un certain nombre d'énormes jeux euros là, dans une année. Là. Ouais, ils sont comme Puis tous en j'en ai déjà. compétition un avec les autres, souvent. Ouais, c'est ça, il se fait compétition à lui-même lui, dans ma bibliothèque de jeux, dans ma bibliothèque personnelle de jeux. Fait que là, on est en possédant déjà des Lisboa, puis des On Mars, puis des. Voyons, celui sur l'or, le Gallerist, Ouais. que j'aime vraiment beaucoup. Puis Escape Plan, j'en ai déjà 4. Fait que, tu sais, j'avais skippé par-dessus Speakeasy, puis j'avais skippé par-dessus The Great Machine, The Great Weather Machine, quelque chose comme ça. Ouais. Weather Machine, pas The Great. Mais là, celui-là, je trouve que juste le visuel du plateau, le thème, puis généralement, c'est un gars qui réussit à quand même bien intégrer des éléments thématiques dans ses grands euros. Fait que celui-là, tu sais, on gère la librairie, la bibliothèque d'Alexandrie. Fait que tu entends de préserver les savoirs anciens. Je sais qu'on va avoir à récolter des ressources, évidemment, pour aller traduire des anciens scripts venus de différents langages pour pouvoir les inclure à la bibliothèque. Fait qu'il y a comme un côté préservation du savoir que je trouve intéressante en cette époque. Puis, mais j'ai pas trop regardé de vidéos sur le gameplay. Là. J'ai vraiment vu le thème, le plateau, l'auteur, évidemment. Puis j'ai fait comme, OK, celui-là, je vais revenir à la Cerda puis probablement essayer de me le procurer. Là, il y a un late pledge qui est censé ouvrir. Là. Je me rappelle plus, c'est Thunder Griffin, Great Thunder, quelque chose comme ça. Comment il s'appelle dans la compagnie qui fait ça? C'est Eagle Griffin. Eagle Griffin, ouais. Je savais qu'il y a un Griffin quelque part. Eagle Griffin Games. Je sais pas s'ils ont l'habitude de faire des late pledge, mais si le rouge, je vais peut-être essayer de l'ouvrir ou sinon, de toute façon, ces boîtes finissent toujours arriver en magasin à 200$. Là. Ouais. Ils finissent toujours par arriver en magasin. Fait que je vais essayer de m'en ramasser une copie. Fait que c'est vraiment tout simplement la combinaison auteur, artiste, thème qui va me ramener vers Lacerda après avoir sauté quelques-uns de ces jeux. Puis là, j'ai déjà regardé sur BGG, je pense qu'il était comme 4.5 là, en termes de complexité. Quand même, hein? Ça va être du pesant, là. Ça va être du pesant. Ouais, moi aussi, il m'attirait côté esthétique, thématique. Ouais, c'est ça. On pourrait y jouer ensemble. Celui-là, je suis d'accord, moi aussi, de retourner à Lacerda cette année avec celui-là. Ouais, puis c'est à peu près un des seuls auteurs que le thème peut avoir un impact Ouais. sur le fait que le jeu m'intéresse ou pas quand on parle d'euros, là, parce que la plupart des euros, tu me dirais, c'est
du commerce où on bâtit des villages en Amérique, en Europe quelque part, où qu'on ouvre des fermes, où on explore le monde. La thématique, elle peut être plaquée habituellement. Là. Mais lui, d'habitude, il réussit à aller chercher des éléments intéressants. Ouais, très cool. Bon choix. Ouais. Mon, Mon 13. mon numéro 13, c'est un jeu qui n'a pas beaucoup d'informations. Ça s'appelle Factory Inc. A Smartphone Inc. Game. Fait que, Ok, ouais. c'est comme le sous-titre qui m'a un peu attiré. Donc, c'est pas du même auteur, mais c'est le même éditeur là, qui avait sorti le jeu Smartphone, qui était un jeu économique super le fun, super épuré aussi. Fait que celui-là, en donnant le sous-titre A Smartphone Inc. Game, ben, on s'attend peut-être un peu au même, à la même lourdeur, tu sais, d'avoir un jeu, oui, économique, tout ça, mais un jeu qui a quand même une belle accessibilité puis qui va avoir des stratégies intéressantes. Fait que celui-là, on gère une usine. On va avoir du draft à l'intérieur du jeu, donc on va drafter des actions qu'on va pouvoir faire. On a aussi un côté développement. On a un côté de route building. Fait que je ne sais pas si dans ton usine, il faut que tu fasses des réseaux. Je ne sais pas si c'est un réseau commun sur le board. C'est pas clair. Il n'y a pas vraiment d'image encore non plus. Il n'y a pas d'autres images que le cover. Fait que là, c'est dur à gager. Puis dans la description, on parle aussi de polyomino. Fait que là, construction de réseau avec des polyomino. Est-ce que c'est un réseau personnel ou un réseau commun? Ça reste à voir. Donc, j'imagine que c'est commun parce que si on prend un peu la veine de smartphone, c'est d'avoir justement une carte commune avec des interactions autour de tout ça. Fait que Factory Inc., il n'y a vraiment pas plus d'informations que la description qui est sur Board Game Geek, puis l'image du cover qui est la seule présentement de disponible. Fait que très intrigué par ce titre-là, par justement le fait qu'on dit que c'est un petit frère inspiré de De smartphone. C'est ça smartphone. qui m'accroche à savoir, en savoir plus sur ce jeu-là. Donc, mon numéro 13, Factory Inc., a smartphone game. Ce qui nous amène à mon numéro 12. Mon numéro 12, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir exactement parce qu'il y a très peu d'informations sur le jeu, à part qu'il a commencé à faire le tour des conventions. En 2025, c'est un jeu qui s'appelle Upside Town. Que je trouve ça a l'air vraiment cool comme concept. J'aime bien ce genre de jeu-là. Puis il amène une twist mécanique puis composante que je trouve le fun. J'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Par contre, le jeu, l'auteur semble dire qu'il voulait peut-être faire une campagne de sociofinancement. Il n'a pas commencé, mais il a parlé à des éditeurs pour faire une sortie directe du jeu d'ici la fin de l'année. Fait que là, on verra bien comment ça va sortir. Le principe, c'est que c'est un jeu de recrutement et de placement de tuiles pour construire des bâtiments en essayant de remplir certaines cartes objectifs. Puis l'auteur, les bâtiments, dans le fond, ce que l'auteur, le designer, c'est de faire, c'est de créer un jeu à partir du concept de la polarité magnétique. Fait que quand tu piles tes tuiles, mettons les tuiles qui ont 1 de hauteur, il y a un des deux côtés qui est positif, l'autre qui est négatif. Tandis que les tuiles qui ont 2 de hauteur, les deux côtés sont positifs. Les tuiles qui ont 3 de hauteur, les deux côtés sont négatifs. Qui se Fait que tu repousse, peux pas puis. empiler. Ouais, c'est ça. Fait que tu peux pas empiler n'importe quoi sur n'importe quoi. Tu peux te servir des 1, vu que les deux côtés sont inversés, ils peuvent aller se coller sur n'importe quoi, dépendant de quel côté tu le mets. Mais ça impose aussi une contrainte de l'autre côté. Fait que si je le mets sur du négatif et que je mets le positif sur le négatif, ça veut dire que le top de mon building est rendu négatif. Fait que je peux juste mettre du positif dessus, ainsi de suite. Sinon, ça va se repousser. Fait que je trouve ça intéressant d'amener un petit concept scientifique comme ça Ouais, c'est à cool. l'intérieur d'un jeu. Puis reste à voir le gameplay, tout ça, comment va aller. Il y a extrêmement peu de détails, à part des commentaires positifs là, quand il était à certaines expositions, pour l'instant, juste en Europe, là, les UK puis le Spiel, ça fait le même. Fait que c'est ça, j'en sais pas vraiment plus que ça. Je trouvais juste le concept vraiment le fun. Puis en espérant que le projet fonctionne puis que le jeu puisse sortir. Il y a un petit aspect visuel intéressant, là, justement les rouges, c'est les petits 1, les jaunes, c'est les 2, les bleus, c'est les 3. Fait que c'est ça. J'en sais pas plus, mais ça semblait bien le fun. Ouais, ça a l'air cool. La boîte est assez funky quand même, la boîte du jeu. Là. Donc, Ouais, la c'est le board au présentation. final. Là. Ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être le board où tu construis tes bâtiments là-dessus. Fait que ça a l'air d'être assez funky, assez intéressant. Puis j'aime toujours quand ils réussissent à aller chercher un petit élément comme particulier au niveau des composantes. Des fois, ça fait gimmicky puis ça fonctionne pas super bien puis ça tombe dans l'oubli. Des fois, Des fois, ça ouvre des des fois, possibilités. ça crée quelque chose comme le card crafting. Puis Exactement, tu sais, on sait jamais.
Ah, à suivre. Fait que ça a l'air cool. The Magnetic Town Building Game. Ah, C'est ça. bien vu. J'avais pas vu ce jeu-là passer. Ça a l'air cool. Ouais. Mon numéro 12, c'est un jeu qui va être assez beige, je pense, et qui est nommé sur un scientifique connu, mais pas si connu que ça du peuple général. Donc, le jeu Carl Linné. Carl Linné, qui était un naturaliste qui est reconnu pour ses travaux sur la taxonomie, donc le classement là, des espèces d'animaux, de végétaux. Il y avait aussi des idées sur l'évolution. Il mettait des idées qui étaient contraires à Darwin, parce que Carl Linné était voyons, j'ai oublié le terme là, de ceux qui disent que Dieu a tout créé, là, un créationniste. Un Donc, créationniste. voilà. Donc, c'était un scientifique, mais créationniste. Fait que c'était quand même un clash assez intéressant. Le jeu est publié par Pink Troubadour, qui est le même éditeur qui a fait l'année passée Galileo Galilei. Fait qu'ils reprennent un peu le même style, c'est-à-dire donc de baser un jeu sur un scientifique connu. Le cover, ça ressemble beaucoup, là, c'est très beige, un peu comme celui de Galilée Galileo. Galilée Galilei, c'est un jeu que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'était vraiment un beau petit jeu qui a passé vraiment under the radar en 2025. C'était un jeu de l'auteur qui avait fait SETI, qui avait été évidemment très très populaire l'année passée. Celui-là, donc, on reprend un peu le même principe. On veut avoir un jeu basé sur cette scientifique-là. Donc, c'est sûr que pour refléter un peu la taxonomie, donc on va avoir à aller étudier différentes espèces animales. On nous dit que le jeu va avoir un Lens Action System. Je sais pas à quoi Okay. ça va ressembler. Donc, il y a une loupe sur le cover. Fait que là, je sais pas, ça va être quoi la gamique du Lens Action System. Dans Galilée, il y avait un système de rondelles avec un télescope qui tournait là, autour du ciel. Fait que là, ils vont essayer de faire de quoi autour de la lentille. Mais bon, j'en sais pas plus que ça. Il n'y a pas beaucoup d'informations non plus. C'est sûr qu'il va y avoir du set collecting dans ce jeu-là. Donc, d'essayer de ramasser justement des animaux. J'imagine de les classer, des animaux de la même espèce, du même règne ou des trucs comme ça. Donc, voilà. Et on va essayer de publier des recherches pour essayer de faire des points, j'imagine, sous forme d'objectifs pour essayer de scorer des points. Fait que j'ai hâte d'en découvrir plus là-dessus parce que justement, son prédécesseur avait été un jeu que j'ai bien aimé. Puis j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour Carl Linné, qui sera publié en 2026. Fait que mon numéro 12, un autre petit jeu, un petit jeu beige scientifique. Cool. Moi, si on passe à mon numéro 11, on va aller dans la littérature classique. Et on va aller voir le jeu qui s'appelle War of the Worlds. Et rajoute le sous-titre One More Day parce qu'il doit en avoir quelques-uns des War of the Worlds. Celui-là, dans le fond, il met encore une fois très peu de détails sur le gameplay et la date de sortie exacte. C'est un jeu que la campagne de sociofinancement a été annoncée, mais elle n'est pas faite encore. Par contre, c'est un très petit jeu. J'ai donc espoir, c'est censé partir bientôt. J'ai donc espoir que ça se fasse avant la fin de l'année s'il n'y a pas trop de problèmes au niveau de la production. C'est un deck building solo, fait que c'est principalement des cartes. Où tu vas interpréter un personnage dans l'histoire de War of the Worlds, dans l'univers de War of the Worlds, fait que pas en tant que tel le personnage principal ou le personnage principal des principaux du roman. Fait que tu peux, les exemples qui sont donnés, tu peux incarner un journaliste qui couvre l'événement, un soldat qui essaie de combattre les aliens, etc. Puis tu dois avoir une série de challenges à affronter, d'objectifs à aller atteindre pour être capable de gagner. C'est pas un jeu de campagne, il faut pas être capable de gagner le scénario que tu as choisi. Tu as différents scénarios, tu peux choisir différents personnages, différents scénarios. Qu'on est ça au jeu de ta game. Puis c'est un deck building, fait que c'est plusieurs choses qui me parlent. Si on peut réussir à faire un beau petit deck building thématique sur quand même un grand roman classique, avec des mécaniques intéressantes puis un aspect narratif intéressant, mais c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Fait que, mais j'ai très peu de détails, encore une fois, à part que ça a été apprécié, semble-t-il, dans différents événements à travers le monde. Mais il y a très très peu de nouvelles. Ça fait plus de 2 ans que l'auteur est actif sur BGG, est en train de faire la publicité pour lancer une campagne de son jeu. C'est pas fait encore. Fait que, est-ce que ça va se faire? Voilà, Non, cette il a photo-là date annoncé de 2000. 2023 au UK Game Expo. C'est ça. Fait que, va-tu réussir à partir de sa campagne cette année? Ça a l'air très cool. Mais je lui souhaite. OK. S'il y a part, c'est sûr, je le back.
Intéressant, ça. C'est des IP un peu moins connus, mais quand même qui ont un bon potentiel. Là. Mais qui ont été utilisés beaucoup dans différentes affaires, puis à Ouais. date, il n'y en a pas eu un bon, le jeu de War of the World. J'en ai essayé quelques-uns, là, puis il n'y en a pas eu un bon. Ah, Un petit deck building narratif individuel, là, ça a l'air cool. intéressant. Moi, numéro 11, j'y vais avec vin et fromage, wine and cheese. Ouais. Euh, qui se veut un espèce de successeur spirituel à Beers and Bread que Scott Holmes avait fait il y a quelques années. Fait que c'est un jeu de gestion de ressources à 2 joueurs. Fait qu'on reprend un peu le même esprit que Beers and Bread. Donc, celui-là, bien évidemment, on va essayer de faire du vin et fromage. Puis la gamique de ces jeux-là, c'est que tu vas essayer de progresser dans les 2 axes du jeu. Fait que tu vas essayer de te développer, de faire du vin et de faire du fromage. Puis souvent, ton scoring va être celui que tu as le moins élevé entre les deux. Fait que tu n'as pas le choix de développer les 2 axes du jeu. C'est des jeux à 2 joueurs exclusivement. Fait que c'est un jeu duel. Donc, on a, dans celui-là, on nous dit qu'il va avoir un comment il appelle ça? Un pair worker system. Fait que là, il va peut-être avoir une interaction justement avec l'autre joueur s'il est à telle place puis tu y vas, ou c'est toi qui mets 2 workers d'un coup. Ça, je sais pas trop. Fait qu'il va y avoir un petit système de workers qui va placer comme ça. C'est un jeu de gestion des cartes aussi. Puis souvent dans ces jeux-là, les cartes vont avoir multi-usage. Fait que dans l'autre, tu peux utiliser les cartes pour les habilités. Tu peux aussi construire les bâtiments qui te donnaient un pouvoir. Fait qu'il y a différentes choses que tu peux faire avec les cartes. Fait que c'était un petit jeu clever qui était le fun. Fait que de voir où il s'en va avec son système, justement, de le rendre peut-être un peu plus complexe qu'il l'était dans le premier, puis de continuer dans cette veine-là. C'est quelque chose que je trouve intéressant. Donc, vin et fromage, qui me semble un jeu à surveiller pour l'année 2026, mon numéro 11. Parfait, fait que je continue avec mon numéro 10. On embarque dans le deuxième tiers. Mon numéro 10, c'est un jeu qui s'appelle Master of Orion Ad Astra. Vers les astres. Dans le fond, la raison pour laquelle j'ai choisi ce jeu-là, puis la raison pour laquelle il n'est pas plus haut, parce qu'à la base, il est tout dans mes cordes. Là, c'est un jeu de conquête galactique, spatiale. Choisi ta faction, c'est basé sur un IP que j'adore, le jeu vidéo Master of Orion, pour ceux qui ont joué à un vieux jeu de PC des années 90, qui était vraiment extraordinaire, que je refais peut-être une fois par année à peu près. Fait que dans le titre du jeu de société semble vouloir reprendre le même univers. Fait que t'as plein de races différentes. T'as un énorme board spatial avec des factions. T'attaques les autres. Fait que c'est un 4X. Développe des techs, conquiert des planètes, développe des unités, envahit des systèmes, etc. Avec des factions, semble-t-il, très asymétriques. Fait que il y a vraiment tout pour me plaire. Les 2 bémols que j'ai, la raison pourquoi il n'est pas genre numéro 2-3, parce qu'il a l'air vraiment excellent. Il rentre exactement dans la même case ludique que Eclipse. Ouais, c'est ça. C'est dur de compétitionner Eclipse. Ouais, puis tu sais, quand tu regardes le board vite, là, tu places un board d'Eclipse puis un board de ce que Master of Orion, ça a l'air un à côté de l'autre. Je jette un coup d'œil rapide, je suis pas sûr que je distingue l'un de l'autre. Faut que je regarde un peu, puis je suis comme, ok, ça c'est pas un token d'Eclipse, ça c'est Master of Orion. Fait que tu sais, vu qu'il va aller chercher exactement le même spot, ben, tu sais, il a besoin d'être vraiment excellent pour sortir de la table, sortir sur table, dis-je, parce que si, tu sais, quand je dis excellent, il a besoin d'être un des meilleurs jeux de l'histoire du board game, parce qu'Eclipse, c'est genre mon 3-4e jeu. Ouais. Puis, fait que, tu sais, s'il est juste correct, si c'est juste bon, il sortira juste jamais tant qu'à jouer un gros jeu spatial, qu'on développe des techs, puis qu'on attaque d'autres joueurs, on va sortir Eclipse, il y a ça. Puis la deuxième affaire, c'est que c'est Arkane Studio qui le fait. OK. Fait que ça peut être assez hit or miss. C'est eux qui avaient fait des jeux qui s'appellent Load et Reload, que j'avais joué autour de 2017-18, qui étaient des jeux d'affrontement qui s'inspiraient d'un autre jeu de compagnie qui avait failed, qui avait fermé. Les autres qui ont fait Master of Heroes of Might and Magic. OK, ouais. Fait que, tu sais, s'il y en a qui l'aiment beaucoup, il y en a qui supportent pas le jeu. Mais moi, je l'aime beaucoup, mais c'est un jeu qui a ses défauts. Tu sais, faut que tu apprennes à l'aimer, mettons.
Ouais. Fait qu'il faut que tu passes par-dessus. Fait que, tu sais, s'il y a encore le même défaut, mettons, que je vais dire que Heroes of Might and Magic, c'est-à-dire, il faut vraiment que tu tripes sur le IP puis tu dises, hey, je veux jouer à cette IP-là, mais en version board game, puis le jeu me permet de le faire. S'il y a encore le même défaut, ben là, cette fois-ci, Eclipse va le ramasser. Là, parce que minimalement, Heroes of Might and Magic, il va gratter une case ludique qui n'est pas tant remplie que ça, l'aspect exploration avec un combat sur le sable, le deck building dans le combat. Tandis que lui, c'est une case qui est bien remplie déjà. Là. Il y en a des jeux de conquête galactique, Twilight, puis Eclipse, puis il y en a d'autres. Fait que il s'attaque à plus difficile, je te dirais. Fait que peut-être qu'il sera absolument extraordinaire. Puis on fait bien d'autres affaires, là. Arkane, mais c'est toujours des. C'est une compagnie un peu comme un Seaman-like, là, que c'est des Ils prennent festivals juste de figurines tout le des temps. IP de jeux vidéo aussi. Là. Puis eux autres, ils Presque, prennent là. juste des IP, pas nécessairement de jeux vidéo, Oh parce yeah. que ces autres, si ont fait un Master of the Ouais, c'est Universe, vrai. le board game, qu'encore une fois, j'ai entendu Mitigé. ben des affaires d'un bord puis de l'autre, là. Fait que j'étais incertain pour l'instant. C'est pas une compagnie qui a réussi à s'établir tu sais, comme Awaken ou Simon, là, tu sais, qui font Ouais. des produits solides tout le temps, pour l'instant. Ils sont inégaux. Fait que là, celui-là va tomber quel côté de la clôture, je sais pas. Fait que tu vas attendre d'avoir Mais des. sur papier, Ouais. ouais, je vais attendre d'avoir une copie éventuellement si on peut se ramasser via la chaîne ou si je le trouve quelque part dans un commerce, la boîte de base, puis après on verra. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir genre 4 ou 6 factions dans la boîte de base sur les 18 factions du jeu, puis Ben après ouais. ça va se vendre 50$ la faction supplémentaire. Là. C'est le genre de compagnie, quand tu regardes leur sortie, tu sais, Master of the Universe, il y a quoi? Il y a 20 entrées sur BGG, Ouais. Heroes of Magic, il y en a 12, là, toutes les extensions, puis etc. Fait que ça va probablement faire la même chose. Puis on verra si ça va être un succès. Ouais. Ils visent les complétitionnistes, eux autres. Ouais, ouais, c'est des grosses campagnes chères, leurs affaires. Là. Ouais. À suivre. Fait que c'est ça. C'est ça. C'est eux autres qui ont fait Wolfenstein aussi, c'est vrai. Ah, ok. Le board game. Ouais, c'est bon. Il me semble qu'ils partent beaucoup de projets dernièrement. Ben, ils ont genre. Ils doivent avoir à peu près 6 jeux, peut-être. Puis ils ont comme 4 pages sur BGG de matériel. Parce que, tu sais, chaque jeu a genre 20 entrées. Là. Ouais, c'est ça. Chaque extension, chaque personnage différent. Ouais, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Fait qu'on verra bien. Parfait. Mon numéro 10, ça revient un peu à la bonne vieille mode des jeux Legacy qui dérougit pas. Il y a toujours 2-3 Legacy qui sont annoncés à chaque année. Puis ça, on dirait que ça a toujours un petit côté intriguant. Celui-là, c'est Cell Legacy. Cell, c'est un jeu à deux, donc un jeu duo, un jeu coop à deux, qui est un jeu de pli, fait qu'un jeu de pli coopératif à deux joueurs. J'ai beaucoup joué au Ouais. jeu Cell de base, que j'ai bien aimé. Fait que là, c'est comme le Cell Legacy. Fait que côté évolutif qu'on ajoute au système de Cell. La campagne est déjà passée, fait que j'ai espoir que le jeu sorte pendant l'année. Parce que c'est pas non plus une production démesurée Cell. Là. Fait que c'est quand même un petit jeu de cartes avec quelques composantes, un petit plateau. On va essayer de faire des plis pour faire avancer un bateau sur un board pour essayer d'éviter certaines cases, puis on va avoir le Kraken là, qui va va nous donner du trouble sur la map, puis il va essayer de pourrir nos cartes là, avec les cartes de Kraken et tout ça. Fait qu'il y a une belle dynamique, un jeu qui est le fun à jouer à deux, fait que de voir le côté évolutif, qu'est-ce qu'il va amener, c'est intéressant. On nous dit que le jeu va avoir une trentaine de missions, fait que quand même pas mal de parties. Mais c'est pas un jeu que les parties sont super longues, fait que c'est correct d'en avoir beaucoup aussi. Là. C'est le genre de jeu qui ça prend 20-30 minutes de jouer une game, fait que c'est correct d'avoir beaucoup de scénarios. On va aussi avoir des embranchements avec des décisions selon ce qu'on va prendre et choisir pendant la campagne. Fait qu'un petit côté narratif avec des embranchements de choix pour ajouter à l'histoire derrière le jeu, puis d'avoir justement peut-être un incitatif d'y rejouer après. Là. Je ne sais pas s'il est destructible, si le côté legacy est resettable ou pas. Je n'ai pas fouillé davantage sur la page de la campagne et tout ça. Fait que vous pouvez aller voir la campagne Kickstarter est déjà passée. Puis probablement que le Late Pledge est ouvert si c'est un jeu qui vous intéresse. Fait qu'un beau petit jeu Legacy à deux joueurs avec un jeu coop de pli qui est déjà intéressant avec le jeu de base. Et si vous n'avez pas essayé le jeu de base de Cell, vous pouvez le jouer sur Board Game Arena. Fait que vous pouvez l'essayer voir si vous aimez ça avant de vous commettre sur ce Legacy qui me semble bien sympathique. Donc Cell Legacy, mon numéro 10.
Je continue avec mon 9. Jeu pour lequel j'ai triché d'une certaine façon, ou bon, en tout cas dépendant du point de vue, parce que c'est la suite d'un jeu que j'ai qui existe déjà. C'est une nouvelle boîte de base pour la Ah, ben série oui. Compile. Oh, Fait que Compile j'ai mis 3. Compile 2, le 2. Ah, le 2. Je pensais qu'il était sorti, le 2. Ça, il sortait fin de l'année Ah, 2025, début ok. 2026. Fait que moi, je l'ai Parfait. mis là. Ouais, c'est correct. Je l'ai mis dans mes attentes parce que je l'avais pas mis l'année passée. Parce que j'avais pas joué au 1 encore quand on a fait la vidéo l'année passée. Ah, c'est vrai, on l'avait pris à Puis là, Gen Con. ouais, on l'avait pris à Gen Con. Fait que là, on avait annoncé, là, la suite avait été annoncée, puis c'était censé sortir décembre, novembre, décembre, janvier 2026. Fait que là, les commerces viennent de commencer à le recevoir. Je reçois ma copie demain Ah, ou justement. après-demain, là. Elle est dans la poste, là. Fait que ça s'en vient, là. Je l'avais précommandé, fait que là, ça arrive bientôt. Fait que je vais pouvoir l'essayer. Fait que Compile, tu sais, ça va être la. J'ai hâte de voir. Ben, dans le fond, Compile, si on résume rapidement, là, c'est un jeu de duel à deux joueurs. Tu choisis différentes. On est des AI, de plus en plus à D'actualité, propos. là. Ouais, c'est ça. Fait que tu choisis des espèces de. Comment ils appellent ça? Des directives pour ton AI, pour développer ton AI. Fait que tu vas avoir des affaires. Ça peut être soit des éléments, là, le feu, le métal, etc. Ça peut être des sentiments, des émotions, etc. Chaque directive que tu choisis est associée à un petit deck de cartes. Tu en choisis 3 en début de game. Ça te fait ton deck de cartes. Je pense que c'est 8 cartes par directive ou 9. Fait que ça te fait un deck d'à peu près 25 cartes, grosso modo. Puis tu essaies de prendre contrôle des 3 colonnes centrales. Fait que les espèces de directives vont comme être en opposition. Puis on va jouer des cartes. Puis là, il y a une mécanique très Air, Land and Sea où tu vas jouer des cartes soit face-up, soit face-down. Dépendamment comment tu joues, ils vont déclencher différents effets. Les cartes peuvent changer de colonne, ils peuvent se virer de bord, tu peux aller dans la colonne de tes adversaires, des trucs comme ça, puis tu essaies de te rendre grosso modo à 10 points de contrôle dans une colonne pour prendre contrôle officiellement de cette colonne-là, puis le premier qui a pris contrôle des deux des trois colonnes ou des trois colonnes remporte la partie. Puis chaque directive est très associée à son thème. Fait que tu sais, si tu prends l'amour, tu vas te donner des bonus, mais tu donnes des bonus à ton adversaire aussi. Si tu prends la haine, ben là c'est le contraire. Tu fais te défausser puis détruire des cartes. Puis le feu est agressif, le métal il est très défensif, des trucs comme ça. Puis là, il y a une nouvelle boîte qui sort, fait que des nouvelles directives. Je l'espère, des nouvelles mécaniques. J'ai pas du tout lu sur ce que la nouvelle boîte amenait. Fait que j'espère que c'est pas juste genre 9 nouvelles directives, ou que si c'est le cas, qu'il y a des nouvelles twists mécaniques dans la façon dont ils vont se jouer, dans la façon dont ils vont interagir avec les directives qui étaient déjà sorties. Fait que c'est ça, c'est du nouveau contenu, puis un contenu qui est indépendant. Fait que tu peux très bien acheter Compile 2 sans posséder Compile 1 et vice-versa. Puis après, tu peux tout mélanger pour te faire davantage de stock. Fait que j'ai bien hâte de voir. Puis il devrait jouer mon premier game cette semaine. Ah, c'est cool. Fait que celui-là, je peux confirmer que je vais avoir joué à la fin de Il 2026. y a ça c'est garanti. Puis ce qui est le fun, ben, ce qui est le fun. Une mauvaise nouvelle, on en a emmené une bonne avec ce jeu-là, c'est que la compagnie qui l'éditait a fait faillite. Il me semble que c'était Greater Than Games. Et Ouais. les propriétés intellectuelles de ce jeu-là ont été rachetées par une compagnie québécoise. Donc, c'est Synapse Games qui ont racheté les Fait qu'il le droits fait maintenant. et qui sont maintenant l'éditeur du jeu. Fait que c'est eux qui éditent le 2, dans le fond. Ouais, Fait que c'est ça. c'est très cool que ce jeu-là est rendu maintenant un jeu québécois. Voilà. Un petit jeu québécois. Voilà. Fait que, Fait que excellent. c'est ça. Fait que je sais, je pense que sur BGG, il était écrit 2025, mais techniquement, en tout cas, ici au Québec, c'est sorti plus en 2026. Puis au Canada. Fait que Ouais. ça va être mon premier de la liste que je vais jouer. Excellent, ça. Mon numéro 9, moi aussi, j'ai mis un jeu québécois, c'est quand même drôle. Moi, j'ai mis le jeu de Mix, jeu sur la mixologie. Donc, qui a déjà eu lui aussi sa campagne de financement qui date de quelques mois, qui était cet automne, si je ne me trompe pas. Donc, de Mix, un jeu où on va avoir de la gestion de ressources, on va avoir un petit côté ici, engine building, où on va upgrader notre bar justement pour la rendre plus efficace, pour faire plus de drinks, puis remplir plus de commandes. Ça a l'air un jeu avec un esthétisme vraiment très très beau. Donc j'aime beaucoup la direction artistique du jeu, le look, le visuel aussi qu'il a donné. Donc c'est le même auteur qui avait fait le jeu Ruse qui était sorti l'année passée. Ouais. Donc justement Guillaume.
Puis c'est un jeu que justement Guillaume me fait parvenir un prototype du jeu. Donc j'ai un prototype présentement du jeu chez moi. Donc je Ok. devrais l'essayer Cool. prochainement. Fait que c'est sûr que même s'il sort pas en 2026, je vais avoir l'occasion d'y jouer justement avec ce prototype-là pour me faire Ouais. une bonne idée. Mais c'est un thème que je trouve le fun. C'est aussi un gameplay, un style de jeu que je trouve le fun. Puis, il y a vraiment une belle production, tu sais, des boards double couche, tout ça, les composantes en bois. Tu as des petits verres aussi à l'intérieur pour mettre tes affaires dedans. Fait que ça a l'air vraiment cool, puis je trouve ça le fun. Les thèmes de bouffe, j'aime toujours ça. Puis les thèmes de Ouais. drink aussi, moi ça me parle. Moi, je suis un fan de cocktail, fait que ça vient me chercher la mixologie. Fait que de mix, que je vais pouvoir vous parler durant l'année, là, quand je vais avoir joué au prototype prochainement, je vais essayer d'y jouer justement. J'étais un petit peu en retard dans mes affaires, mais ouais, de mix, un jeu qui est sur mon radar pour 2026. Un autre petit jeu québécois, fait que c'est mon numéro 9. Cool. Fait que dans mon cas, si je continue avec mon numéro 8, là, c'est un jeu que j'ai backé. Là, on rentre dans l'univers des jeux que j'ai backé OK. jusqu'à la fin, à part un. Ouais, à part un, les autres, c'est toutes des affaires que je vais avoir idéalement cette année, même s'il y en a un, j'ai un petit doute. Celui-là, normalement, il est tellement en retard qu'il devrait sortir cette année, parce que je l'avais backé en 2024. Ah, quand On est même. rendu en 2026. Backé à la fin de l'année 2024, mais quand même. C'est la nouvelle édition du jeu Last Aurora. Là, il y a deux versions qui sortent. Tu as Last Aurora, le jeu de base, puis tu as une version qui s'appelle Firelands, puis une version qui s'appelle Frostlands. Ouais, Ou OK. Frostland, Fait que c'est Fireland, celle-là. ouais. Ouais, fait que c'est Frostlands OK. qui me parle le plus, mettons. Puis, dans le fond, Last Aurora, je sais pas si t'as déjà joué. Non, ça me dit rien. C'est vraiment cool. C'est un jeu de. Dans le fond, c'est un tableau building post-apocalyptique. Fait que c'est une thématique que j'adore. Où tu as un espèce de gros convoi. Tu sais, pense les gros trucks dans l'univers de Mad Max. Là. Ouais. Mais dans un Puis tu univers de essaies de. froid, là. Dans un univers. Ben, le Frostland, oui, parce que le jeu de base, c'est comme un univers radioactif tout pété. Fait qu'il est plus proche, mettons, de Mad Max. Puis, dans le fond, les joueurs vont compétitionner, ils vont progresser sur une piste, comme une course. Puis l'idée, c'est qu'il y a comme un bateau qui s'en va vers l'Éden, là, qui s'en va vers un nouveau territoire qui est propre et qui est clean, nanana, mais ils ont juste la place pour amener un convoi. Fait que là, on fait la course, puis on se tire dessus, puis on se pète pour essayer de se rendre. Puis c'est un tableau building, fait que tu vas avoir des cartes que tu vas drafter, que tu vas avoir pendant la partie, puis tu vas construire ton convoi. Fait que tu vas littéralement placer des wagons en arrière de ton truck que tu accroches après. Puis là, tu peux installer une carte qui est une tourette par-dessus ton truck. Tu vas mettre des personnages là-dedans. Tu peux y installer une espèce de truc pour ramer en avant, etc. Tu vas avoir des combats qui vont se dérouler avec les autres joueurs, puis avec des espèces de défis neutres là, que tu vas affronter. Puis Frostland retravaille toutes les règles de base, redéfinit les règles de combat, amène des nouvelles façons d'upgrader, d'améliorer ton convoi, de te développer. Une nouvelle gestion des ressources, il amène des plateaux modulaires où tu vas pouvoir pas toujours faire la même piste, mais avoir différentes affaires. Tu avais des trucs classiques dans ce genre de jeu-là, c'est-à-dire que tu as la piste safe, mais qui est un peu plus longue, tu as une piste qui a une coupe de raccourcis, mais tu vas sacrifier plus de ressources ou plus dangereuses, tu vas plus te faire attaquer par les espèces de barbares, nomades du coin. Fait que c'était déjà un super bon jeu à la base que je m'étais procuré. C'est drôle parce que je m'étais procuré juste un petit peu avant la campagne. Là, j'avais joué une coupe de parties, j'avais dit, ah, c'est vraiment bon. Là, j'avais vu la campagne aller, j'ai dit, ah, je back tout ça, puis là, je pogne un an, puis je m'étais débarrassé de ma copie OK. à ce moment-là. Fait que j'ai pas rejoué depuis. Fait que là, je commence à avoir hâte pour pouvoir la remettre ça à la table. Là, ça va être le fun. Ça va faire plus qu'un an que j'ai pas joué parce que là, j'ai plus de jeu. Mais c'est ça, c'est un super bon du tableau building dans un univers post-apocalyptique en partant. Le visuel était vraiment très cool. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ils vont avoir implanté toutes leurs nouvelles idées, etc. à l'intérieur du jeu. Fait que ça, j'ai bien hâte de voir ça. Ouais, il n'y a pas d'autres images pour le Frost, malheureusement, pour l'instant, là. Il y en avait un petit peu dans la campagne là, sur BGG, il y en a peut-être pas énormément. Là. Mais parce que le jeu original, c'est un jeu genre de 2020 ou 2021. Là, ça commence à faire déjà quelques années. Ouais. Ouais. D'accord. Mon, Voilà. numé- mon numéro 8, c'est un jeu probablement qui va être un crossover, je pense, avec toi. C'est Ok. Mystic Land. Mystic Land, donc John D. Clare,
qui fait évidemment tous les jeux de card crafting. Donc, Mystic Land, on va l'appeler la version 2.0 de Mystic Vale. Donc, c'est le jeu qui est appelé à être l'évolution de Mystic Vale. Puis, ils ont d'ailleurs annoncé que avec la sortie de Mystic Land, ils ne réimprimeront plus Mystic Vale. Fait qu'il va vraiment le remplacer. C'est ça. J'imagine que ça va être une version améliorée, un peu plus étoffée. On a le même un peu système dans le sens qu'on va avoir les cartes encore avec 3 sections. On va aller prendre des améliorations pour les placer dans nos cartes. Puis on va essayer justement de faire des combos pour essayer de faire des points. On a le même côté un peu push your luck où on va justement jouer des cartes de notre deck pour essayer de générer différentes ressources puis essayer d'avoir des nouvelles améliorations ou d'aller chercher d'autres affaires. Donc, voilà. Fait que, un Mystic Vale 2.0 amélioré, étoffé. Juste ça, c'est assez d'informations pour dire OK, parfait, je veux jouer à ça, je veux l'essayer. Fait que je me suis pas plus renseigné que ça. C'est quelque chose qui est sur ma liste d'intérêts, évidemment, pour 2026. Est-ce que tu l'avais backé, toi? Ouais, ça, je pensais. Je souligne que j'ai dit que tous les jeux qui me restaient, c'était des jeux de je suis pas mal sûr que tu l'as mis dans ta liste. Je serais surpris qu'il soit pas. Fait que mon numéro 8, Mystic Land. Fait que je continue avec mon numéro 7. Là, je me fais déjà mentir dans le sens que c'est pas un jeu que j'ai backé, mais c'est un jeu que je vais précommander à la seconde qui va arriver officiellement en précommande quelque part. C'est une extension, techniquement parlant, puis je le sais même pas en fait si c'est une extension ou une nouvelle boîte de base, mais quand j'ai vu ça, mon cœur d'enfant a capoté sa vie. Oh. Parce que là, je vais parler d'Unmatched, qui est un jeu qui, tranquillement, pas vite, avec les années, se taille une place enviable dans mon top 100. Ah ouais. Celui qui sort en 2000, la boîte qui sort en 2026, c'est Hellboy. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu l'annonce il n'y a pas longtemps. Ils vont toujours me prendre par surprise en allant à une direction où je pensais pas qu'ils iraient. Tu sais, comme là, ils viennent de faire un gros rush de Marvel dans les dernières années en sortant plusieurs boîtes de Marvel. Là, ils ont fait des boîtes designées par des fans avec des concours. Ils ont fait une boîte de Shakespeare. Là, ils m'avaient déjà pris un peu de garde l'année passée quand ils avaient sorti les Adventure. les Geralt de Riv. Là, The Witcher. Les Witcher. Là, les Adventure, le premier est intéressant, le deuxième, Teenage Mutant Ninja Turtles, j'ai fait de qu'est-ce qui était cœur en plus. Ouais. Fait que là, ils vont chercher Hellboy et j'ai vérifié, j'étais là, j'espère que. Puis le designer officiel du jeu, c'est Mike Mignola. Fait que c'est l'auteur des Hellboy parce que lui, c'était le créateur des bandes dessinées, c'est lui qui faisait les dessins aussi. OK. Fait que ça va être le art officiel des bandes dessinées, du style des bandes dessinées de la grande saga de Mike Mignola dans les années 90 ou début 2000, je suis sûr. Fait que c'est vraiment une bande dessinée extraordinaire. Je sais même pas si ça va être une boîte de 2. Fait que ça va être juste une extension avec Hellboy puis Rasputin, ou Hellboy avec Liz comme sidekick. Il va-tu avoir Abe, il va-tu avoir Johan, il va-tu avoir je sais pas trop qui, le bonhomme avec des pinces, là, je me rappelle plus comment il s'appelle. Mais ça va être malade. Ça va être vraiment cool. Moi j'espère que c'est une boîte de 4 personnages. Puis Unmatched, ben là aussi, je résume rapidement un jeu de duel. Tu choisis ton combattant, puis là, il y a tellement de combattants qui existent maintenant de différentes époques, de différents lieux. Fait que tu peux avoir Bruce Lee contre Hellboy avec le petit chaperon rouge, puis Sinbad dans un coin. Là. Tu peux avoir vraiment des mélanges d'un paquet de cossins. Je reçois d'ailleurs dans la même boîte que comme père, là, je reçois la boîte de Mohamed Ali demain aussi. Oh, nice. Qui sortait récemment. Fait que c'est ça. J'ai pas grand chose de plus à dire. J'ai aucune idée ça va être quoi la nouvelle mécanique, mais j'ai pas un personnage à date qui me déçu dans ses mécaniques de la façon dont il fonctionne. Il réussit toujours à faire quelque chose que tu reconnais l'âme du personnage. Si tu connais le personnage évidemment, mais qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien mécaniquement avec ce personnage-là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai très, 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 très hâte d'essayer. Surtout que là, il va être compatible avec tout ce qui s'est fait rétroactivement de Unmatched. Fait que j'ai déjà hâte à une partie avec Leonardo, Ali, puis Hellboy contre Shredder, puis Krang. Il y a de quoi à faire. Ah ouais. Ah, c'est cool. Ouais, il va chercher des IP, mais c'est pas nécessairement des IP qu'on voit
si souvent que ça dans les jeux de société. Ben, tu sais, c'est parce qu'ils vont dans tous les sens. Comme je dis, ils ont fait du gros Marvel, ils ont fait genre 3-4 boîtes de Ouais. Marvel. Ça, c'est des gros IP, on les voit tout le temps. Mais les personnages qui ont été, c'est les Teen Spirit, genre Squirrel Girl, puis Bullseye, puis Luke Cage. Il y en a une couple, là, Black Widow, il est là, mais tu sais, il n'y a pas eu une boîte Iron Man, Captain America. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est cool. Fait que, puis ils vont tout le temps dans des IP qui viennent me surprendre. Fait que, hâte de voir. Cool. Très hâte de voir. Au numéro 7, c'est un jeu que c'est sûr que je vais y jouer en 2026 parce que moi aussi, je le reçois la semaine prochaine. Donc, j'ai reçu justement mon numéro de shipping pour ce jeu-là. Donc, c'est les Two Towers. OK. Le jeu de pli coopératif. Donc, Seigneur des Anneaux, les 2 tours, le jeu de pli coopératif. Ouais, la suite. Là. Donc, la suite, évidemment, de la communauté de l'anneau qui était sortie l'année passée. Honnêtement, j'ai rien checké. J'ai tellement aimé le premier que c'est comme, OK, ben là, on a le deuxième, on continue. Donc, un jeu de pli coopératif, fait que ça peut donner une vibe un peu à la The Crew, mais avec une vibe thématique Seigneur des Anneaux qui fonctionne quand même très bien. Donc, on va avoir à chaque chapitre des personnages qu'on va aller drafter. Les personnages vont nous donner notre objectif pour la game. Fait que chacun va avoir un personnage. Il faut que chacun réussisse son objectif. Puis les scénarios vont avoir des règles thématiques aussi. Fait que c'est ça qui est très cool. Les petites règles thématiques qu'ils réussissent à mettre à chaque scénario pour nous donner cette saveur-là épique du Seigneur des Anneaux. Fait que vraiment très cool comme série de jeux. Fait qu'évidemment, le deuxième sort cette année, puis le troisième va sortir l'année prochaine. Donc, je suis all-in dans cette série-là. Fait que bien hâte de continuer mon épopée dans les terres du milieu avec le jeu de pli coopératif des 2 tours qui s'en vient dans les prochains jours chez moi. Mon numéro 7. Cool. Toi, si t'en as un qui arrive d'une journée à l'autre. Ouais. Fait que j'ai continué, on est déjà rendu à 6, ça achève cette histoire-là. Je suis avec un jeu de Dragory Games qui s'appelle Spell Rift Legends, qui est un espèce de deck building coopératif de campagne. Fait que c'est toutes des affaires qui me parlent. Dans l'aspect Dragory Games, au niveau de l'aspect de la compagnie, c'est la gang qui ont fait Tanares Adventures, puis qui ont fait aussi Adeline Dungeons of Doom, qui était mon jeu numéro 1 des plus attendus de 2025, qui est pas arrivé encore, qui arrive. Lui-ci, dans les prochaines semaines, il est sur les bateaux, ou dans l'avion, ou dans un camion quelque part dans le monde. Puis il s'en vient, là, j'ai reçu mon tracking, fait que là, c'est une question de jours à semaine avant qu'il arrive. Fait que là, il était censé sortir en 2025. Si je le reçois fin janvier 2026 ou début février, c'est quand même pas si pire. Fait que Spell Rift Legends, c'est ça, j'ai pas énormément de détails encore une fois sur le gameplay, là. C'est parce que la compagnie, je commence à l'aimer de plus en plus. Elle fait des beaux succès. J'ai essayé Tanares Adventures il y a pas si longtemps. J'ai vraiment beaucoup aimé comment ça fonctionne, même s'il y a un livre de règles, là. Atroce. Il est super bien fait. C'est pas non, c'est un des mieux faits que j'ai vu jusqu'à date. Mais pour te donner une idée, il y a une page quasiment au complet de. Fait que là, pour le reste du livret de règles, si on t'écrit quelque chose qui est surligné, ça veut dire que c'est un conseil qu'on donne. Si c'est encadré, ça veut dire telle affaire. Si c'est en italique, ça veut dire telle affaire. Si c'est. Le livre de règles doit faire 80 pages. OK, on Fait veut que, trop mettre d'affaires. Il est super. Ben, il est très bien organisé, heureusement, mais il y a énormément de stock. Mais bref. Fait que Spell Rift, c'est ça. Donc, deck building, co-op. Tu vas explorer différents mondes. Tu construis ton deck, évidemment. Tu as l'air de garder ton deck entre les games dans ton affaire de campagne. La campagne, grosso modo, c'est un espèce de boss fight. Fait que ça va chercher un peu l'aspect Aeon's End que j'aime bien. Chaque boss est censé fonctionner complètement de façon complètement différente. Fait que tu es censé comme espèce d'atteindre un certain objectif. À un moment donné, le boss y apparaît, puis là, tu te pognes avec. Tu es censé avoir une évolution de deck entre les games aussi, de ce que j'ai compris. Fait que c'est pas juste de recommencer comme un Zen avec ton deck de base entre chaque game. Fait que avec plein de combinaisons de personnages, d'évolutions possibles. Fait que ça va l'air vraiment cool comme jeu de cartes que j'ai backé aussi. Fait que j'ai bien hâte de voir. Là. Ça commence à faire 3 jeux, 2 autres que je back. Fait que j'ai hâte de. C'est une bonne lancée. Là. Si Adeline il est aussi bon que ce que je pense qu'il va l'être. Mais Tanares, j'aime beaucoup. Fait que. Voilà. Spell Rift Legends. Intéressant. Ouais. Mon numéro 6, je continue dans les jeux de pli coopératifs. Fait que après Le Seigneur des Anneaux, c'est une annonce que je ne m'attendais pas. C'est qu'ils vont faire un troisième de Crew.
Donc, cette Ouais, t'es fois-ci, déjà passé. après avoir été dans l'espace et après avoir été dans les fonds marins, on va aller, c'est Journey to the End of the Earth, fait qu'on va aller s'aventurer au milieu de la Terre. Donc, on est encore une fois dans le jeu de pli coopératif. Ça dit une 25 journée. Là, je sais pas si une journée c'est fait de plusieurs scénarios ou c'est pas clair ce vocabulaire-là. Mais j'ai tellement tripé sur les deux derniers de Crew que c'est comme un incontournable pour moi d'avoir du hype pour ce jeu-là. Donc, un troisième de Crew. Le deuxième avait tellement un beau système d'objectifs, la façon qu'il s'adaptait, puis la façon qu'il était varié les objectifs. Et j'ai hâte de voir justement, est-ce qu'il va être capable d'abaisser un autre niveau avec le troisième ou ça va juste être un peu la même poutine qui va revenir. Mais la même poutine est quand même intéressante à manger pareil. Mais j'ai hâte de me laisser surprendre par le troisième opus de la série The Crew. Voilà, numéro 6. On rentre dans le dernier tiers. Fait que mon numéro 5, on n'en parlera pas super longtemps parce qu'on en a déjà parlé. C'est notre premier, je pense, d'après moi, notre seul crossover. C'est Mystic Lands. On avait Excalibur au début. Ah, on avait Excalibur, c'est vrai, t'as raison. Fait que c'est notre deuxième crossover. Fait que Mystic Lands, fait que t'as déjà tout dit dessus. Fait que John D. Clare, c'est un auteur que j'aime énormément. Que je me suis départi d'un seul de ses jeux parce qu'il était trop collé sur d'autres. Puis je regrette un petit peu. J'ai envie d'avoir tous ses jeux, lui, tellement je l'aime. Mais bref, Mystic Vale 2.0, fait que des druides dans un univers fantastique tentant de guérir la corruption qui a touché les différents territoires. Fait qu'on va chercher des mécaniques super solides de card crafting avec un presque 10 ans d'expérience de plus que quand Mystic Vale était sorti. Fait qu'on va aller corriger les petites imperfections qu'il y avait dans Mystic Vale parce que encore aujourd'hui, c'est un très bon jeu, mais son âge paraît un peu plus. Là. Tes décisions sont un petit peu plus simplistes, puis t'as pas un jeu d'une profondeur stratégique extraordinaire. Fait que Mystic Lands va probablement aller corriger ça. Je me débarrasserai pas tout de suite de Mystic Vale, même si je m'attends à le faire quand je vais avoir reçu l'autre, parce que d'après moi, ils vont trop se ressembler pour que ça vaille la peine de garder les deux. Mais c'est ça. Fait que t'as déjà tout dit. Là. Une évolution d'un jeu que j'aime déjà beaucoup, puis qui gagne à être évolué. Eh oui, une excellente sortie pour cette année. Ouais. Mon numéro. Lui, la campagne, ça fait déjà quelques mois. Fait que ça devrait se faire. D'habitude, les jeux sont pas en retard de 4 ans. Là. C'est assez réaliste qui sortait peut-être à la fin de l'année. Novembre, décembre. Ouais. Donc, mon numéro 5, après la mode des jeux de pli coopératifs, on continue la mode des jeux duels. On sait qu'il y en a eu une tonne en 2025 des jeux duels. Donc, pour 2026, j'en ai 2 dans mon collimateur. Fait que mes 2 prochains numéros vont être des jeux duels. Le premier était censé sortir à la fin de 2025, mais il est un peu en retard. Donc, c'est le jeu Aquatica Duellum. Donc, la version duel de Aquatica. Aquatica qui, en français, s'appelle Atlande. Donc, c'est un jeu où on va aller recruter des cartes de personnages, puis on va les ajouter dans notre main. Puis après ça, on va jouer ces personnages-là pour faire différentes actions, aller explorer des lieux ou les conquérir, acheter des nouveaux personnages. Et on va essayer une espèce de système où on fait glisser les cartes sous notre board pour activer les symboles d'action des cartes, mais il faut les activer dans l'ordre. Puis on va essayer de rentrer nos cartes au complet en dessous de notre board pour pouvoir les scorer. Donc, un jeu que j'aime beaucoup. Fait que là, c'est la version duel. Donc, ça nous promet une version un peu plus tendue avec, évidemment, un élément de souk à la corde à l'intérieur du jeu pour gagner certaines affaires. Et on a ce qu'on appelle le Dynamic Market. Donc, il va y avoir un peu plus de tension au niveau du marché pour recruter les personnages et recruter les lieux. Fait qu'une version plus tendue à 2 joueurs. Honnêtement, Aquatica, ça joue super bien à 2 joueurs. Fait que j'ai hâte de voir le plus-value, justement, du jeu duel. Voir si, justement, cette tension-là va être plus palpable à l'intérieur du jeu duel. Fait que j'ai bien hâte de pouvoir y jouer. J'ai précommandé une copie, justement. Donc, j'ai hâte de recevoir Aquatica Duellum, qui est un petit peu en retard, mais qui va sortir au début de l'année 2026 là, pour mon numéro 5. Fait que allons vers mon numéro 4, un jeu qui s'appelle Champions of Rokugan, qui est
un jeu qui se passe dans un univers d'un vieux RPG que j'ai longtemps joué étant plus jeune, qui est la légende des 5 anneaux. Oh, wow. Legend of the Five Ring. Fait que c'est grosso modo un dungeon crawl coopératif dans cet univers-là. Fait qu'on va faire des espèces de renins qui vont tenter de protéger. Là, ça fait longtemps que j'ai pas joué au RPG. Là, fait que je me rappelle plus tout de l'univers, là, mais t'es en Chine ou au Japon. Fait que puis là, les héros vont être comme liés à un des éléments. Fait que feu, terre, air, etc. Il me semble qu'il y a vide aussi dans le jeu. Il va falloir que tu t'approches des monstres, que tu montes de niveau. Il y a un système qui reprend le système de dés du vieux RPG dans les jets. Tu as des énormes maps qui se rappellent les maps de type Conan puis Mythic Battle parce que c'est Monolith qui fait le jeu. Fait que c'est une compagnie que moi j'aime bien. Là. À date, j'ai pas joué à des jeux d'eux autres que j'aime pas. Fait qu'autant le Conan que le Batman, que les Mythic Battles, les Claustrophobia, ils ont vraiment des affaires que j'aime vraiment beaucoup. Là. J'ai pas joué à tout ce qu'ils ont fait, mais ceux que j'ai fait, les gros jeux de mini, de coopératifs qu'ils ont fait, je les aime vraiment beaucoup. Fait que Monolith, dans l'univers de Legends of the Five Ring, coopératif, des belles minis, du beau matériel, de l'évolution, jeu de campagne. Ça cochait comme toutes les cases. Ouais. Un peu comme quand je parlais en début de Master Orion, mais là, cette fois-ci, c'était avec une compagnie établie dans une thématique que j'ai pas vue souvent. Tu sais, je suis un grand amateur de la culture asiatique, puis des dungeon crawl. Soit dans la mythologie japonaise ou chinoise, il n'y en a pas tant. Ah, c'est vrai. Fait que, voilà. Ça fait changement du fantasy classique. Là. C'est ça, tu sais. Fait que les bons vieux dragons asiatiques là, qu'on voit, là, qui sont comme des longs serpents allongés, t'en as une des images que c'est ça. Ouais. Fait que, ouais, Oh, c'est ça. ouais. Fait que c'est vrai. C'est ça. Figurine. Ah, il a l'air gros, là, il a l'air gros. Fait que ça a l'air vraiment cool. Fait que, Champions of Rokugan. Nice. J'ai aucune idée des mécaniques en tant que telles, là, à part qu'ils ont dit qu'ils reprenaient comme un système de dés du RPG, avec les différentes couleurs de dés et les symboles, tout ça. Mais sinon, le reste me parle. Cool. Mon numéro 4. Donc, mon autre jeu duel, c'est Wonders Land Duel. Wonders Land War Duel. Qui lui aussi, sa campagne est déjà passée. Donc, c'est un peu réaliste qu'il sorte cette année, peut-être à la fin de l'année. Donc, on reprend le fameux jeu de backbuilding Wonderlands War et on en fait une version duel. Fait qu'encore une fois, un peu comme Aquatica tantôt, on a ajouté des éléments de souk à la corde. On dirait que c'est comme c'est la gamique à ajouter dans un jeu duel, si tu veux le rendre plus tendu, un souk à la corde. Et une version duel là, pour essayer de gagner les faveurs des personnages. Fait qu'il n'y a pas nécessairement le contrôle des territoires comme dans le jeu de base. Fait qu'on va essayer de gagner les faveurs des personnages pour essayer de marquer des points. Puis on va avoir évidemment un système pour aller drafter les cartes qui va être un peu plus tendu dans le Tea Party, si on veut, pour pouvoir améliorer notre sac avec des nouveaux jetons et des nouveaux personnages. Donc, j'ai hâte de voir justement ça va être quoi ces petits twists duels pour celui-là aussi. Même belle direction artistique que le premier. Matériel aussi, les beaux jetons là, de poker pour les jetons dans ton sac, plein de jetons de bois aussi sur le plateau, fait que des belles couleurs éclatantes, donc vraiment la même direction artistique qu'on avait aimé dans le premier, et on nous promet un gameplay évidemment adapté pour 2 joueurs. Lui, contrairement à Aquatica, jouer à Wonderland War de base à 2, c'est pas super bon, fait que là je trouve que la version duel était peut-être un peu plus nécessaire dans le cas de ce système de jeu-là, parce que c'est un jeu de contrôle de territoire, le premier, fait que à 2, c'est comme bof, là. Donc celui-là, je pense que ça va être intéressant. Ce qui était cool aussi, c'est que dans la campagne de ce jeu-là, il offrait aussi une extension pour Wonderlands War qui avait 2 nouvelles factions. Donc, tu avais la chenille et la White Queen avec ses pièces d'échecs. Fait que c'est cool d'avoir aussi cette extension-là que tu peux mettre dans le premier jeu. Puis en plus, tu vas avoir ta version duel. Fait que c'est le genre de jeu que je vais peut-être me pogner un late pledge justement pour pouvoir prendre l'extension là, de l'autre jeu en même temps. Donc, bien hâte de pouvoir jouer à Wonderland War Duel en 2026, on l'espère.
Moi, je rentre dans mon top 3. De mon top 3, il y a juste le 3 que je suis à peu près sûr que ça va sortir cette année. 1 puis 2, c'est plus incertain, mettons. Le numéro 3, c'est un jeu qui s'appelle Story of Many, qui est, à ta surprise générale, une Un jeu... espèce de dungeon crawl coopératif de campagne. Ah ouais, t'aimes ça, ces jeux-là? Ça semble-t-il. Je vais m'essayer cette année. Ouais. Celui-là, pour l'instant, le track release, il est pour avril. Puis là, le jeu, il a été backé genre 2024, peut-être début 2025. Fait que ça fait longtemps. Le pledge manager, il est d'ailleurs ouvert cette semaine pour finaliser les pledges Oh. puis payer les shipping fees. Fait que ça, c'est bon. Ça veut dire qu'ils sont avancés dans la production. Puis là, normalement, le factory, là, ils finissent de tout produire fin mars, début avril, puis le chemin des bateaux commence en avril. Fait que, tu sais, je devrais recevoir ça avant la fin de l'année scolaire. D'ailleurs, je me permets de souligner que j'ai jamais payé des frais de shipping comme ça. Mais bon. Ah ouais, c'était violent. Ouais, c'était. Hein? Le monde étant ce qu'il est, là, on parle dans les 3 chiffres puis en euros. Et Fait tabarnouche. que, Ouh, ça fait mal, ça. fait que ça a fait mal. Mais bon, c'est fait, c'est payé. Fait que donc, Story of Many, il y a 2 affaires, parce que là, tu es dans le dungeon coopératif, Dungeon Crawl. Il y a 2 trucs qui m'ont particulièrement allumé. Un, c'est l'aspect exploration narratif, parce que semble-t-il que ça va être un open world. Fait que tu as une map, puis tu te promènes dans les sens que tu veux, explorer les zones que tu veux, dans l'ordre que tu veux, créer ta propre histoire plutôt que d'avoir une trame narrative fixe et tu sais, que tu es obligé de suivre absolument dans cet ordre-là, comme les Dungeon Crawl plus classiques, là, même parmi ceux que j'aime le plus, comme Drunagar ou Adventure Tactique, tu sais, il se Ouais. passe ça, puis le bébé est kidnappé, puis il faut aller sauver le bébé, puis après, on se fait attaquer par les orques, gna, gna, gna. Celui-là, c'est plus du type Aridia. Tu vas dans le sens où tu veux, tu explores ce que tu veux, dans l'ordre que tu veux. Fait que ça, s'ils réussissent à notamment en anglais, le pull-off, s'ils Ouais. réussissent à faire ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Fait que le feeling Skyrim, qui a été comme touché du bout des doigts par le premier board game de Skyrim, qui était intéressant, mais qu'il le faisait par un système de cartes. C'était comme des aventures résumées, c'était des petites cartes. Tu as vraiment des grandes pistes narratives qui s'ouvrent à peu près n'importe où dans le jeu. Puis comme c'est un monde ouvert, ben tu sais, les plug and play, fait que toutes les extensions, c'est juste des donjons qui s'ouvrent, puis des trucs, des forêts de plus que tu peux explorer, puis des trucs comme ça, fait que t'es pas obligé de rien attendre. Pas obligé de finir la campagne principale pour rajouter telle expansion. C'est comme t'as un désert de plus, tu peux aller explorer à telle place, puis des trucs comme ça, fait que tu peux tout aller mélanger. C'est pour ça qu'il a coûté si cher que ça d'ailleurs. Parce qu'il y a plein Et d'extensions. l'autre affaire. Ouais, il y a beaucoup d'extensions. Puis il y a beaucoup de. Ben, ils ont fait une affaire qui était cool. Là. Il y a plusieurs compagnies qui commencent à le faire. Vu que c'est un jeu, tu vois, là, à grosse figurine, il y a un Ouais. pledge standy. Ok. Fait que, tu sais, qui était comme 100 € de moins, genre, que le pledge mini. Là. Fait que ça paraissait. Ben, dépendamment du nombre d'extensions que tu prenais. Là. Fait que ça pouvait paraître pour ceux qui l'ont pris, évidemment. Et l'autre affaire qui m'intéressait, c'est le système de progression qui est un système d'une toile de nodes, là, que quand tu débloques des skills, ça ouvre dans une espèce d'embranchement Ok. de points, comme dans les vieux RPG, Ben les oui. certains vieux Final Fantasy, puis etc. Fait que je trouvais le système tellement, parce que tu as l'air de faire beaucoup d'expérience, de débloquer beaucoup de skills d'amélioration passive ou active pour ton personnage. Puis les combinaisons de skills que tu peux mettre ton personnage, si on parle en partant de genre 25 classes de base, C'est bon. puis avec des possibilités d'avancement, c'est un jeu qui a genre 3000 cartes, 400 000 mots de texte narratif, fait que c'est un jeu qui est comme dans la démesure de tout, Des grosses ce promesses, qui me mettons. plaît. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est le genre de jeu que je dis, s'il fait la moitié de ce qu'il dit qu'il va faire, ça va être excellent. Puis s'il fait tout ce qu'il dit qu'il va faire, il va se tailler une place enviable dans les bons jeux de ce type de jeu. Ouais, je pense que Story of Many. les jeux open world ont tellement eu de succès en jeu vidéo que là, le board game est rendu à essayer de reproduire Ouais. ce feeling-là. Puis à date, c'est des hit and miss que j'ai fait. Ouais. Celui qui est probablement le meilleur, c'est Aridia à date, là, dans un feeling d'open world. Puis celui de Skyrim dont je te parle, il est quand même très bien fait. Mais les histoires que tu as sont très très mineures. C'est Sont des génériques, demi-cartes, là. C'est mettons, 4 là. lignes de texte. Là. Ouais. Ben, c'est du Skyrim, là. Fait que tu arrives dans une place, là, il y a C'est quelqu'un qui a perdu, qui Ouais. s'est fait battre par quelqu'un, puis là, tu t'en vas le venger, puis etc. Mais c'est toutes des 3 lignes de texte. T'as un petit Que feeling de t'as faire Aridia, c'est un petit peu des plus side développé. quests. Là.
Ouais, c'est ça. C'est un jeu de side quest. Ouais, À c'est ça, peine une quête exact. principale. Et Aridia, c'est un peu le même principe. Fait que c'est un open world, mais c'est un jeu de side quest. Tu sais, j'ai énormément d'heures de jouer d'Aridia, puis je suis pas encore sûr c'est quoi l'endgame. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, j'ai pas encore d'ennemis ultimes, de monde à sauver, etc. J'explore le monde. Fait que c'est un jeu, tu es plus proche d'un Seven Continents, là, que c'est de l'exploration presque à l'aveugle. Celui-là, il me donne le feeling que je vais jouer à Baldur's Gate 3, là. J'ai hâte de voir. Des belles promesses. Hâte de voir si ça va livrer. Ouais. Mon numéro 3, ça a l'air assez weird comme jeu. Ça s'appelle Theocratia. Ouais. Donc, jeu des auteurs Daniel Tacchini et Daniel Mariangeli, que je ne connais pas, le deuxième. Euh, c'est un jeu où on incarne des aliens euh, qui veulent se faire vénérer comme des dieux. Parce que là, on est dans une espèce de civilisation plus antique. Puis dans le fond, il va y avoir 4 civilisations sur le board. Fait que là, c'est comme un jeu de civilisation, mais que les civilisations appartiennent pas vraiment aux joueurs. Dans le fond, tu vas essayer de manipuler les civilisations pour qu'ils t'adorent comme Dieu, qu'ils te vénèrent. Fait que ça me fait penser un peu à War of Whisper, qui était un jeu de guerre, mais que Ouais. personne contrôlait les factions. On était des espions qui tiraient les différentes factions de la guerre dans l'ombre. Fait que j'ai un peu l'impression du même principe avec ça, si j'ai bien compris ce que le jeu veut offrir. Fait que c'est comme un jeu de civilisation avec 4 civilisations dedans, mais les civilisations appartiennent pas aux joueurs. Ils sont tout le temps sur le board. Puis tu vas essayer d'influencer les civilisations pour te faire qu'ils aillent construire des temples pour toi, qui te vénèrent, ou qui placent certaines pièces sur le board pour t'avantager toi, pour que tu fasses plus de points de vénération. Je sais pas comment ils vont appeler ça. Fait que je trouvais que la promesse du jeu était un peu différente de ce qu'on est habitué de voir. Ça promet un jeu vraiment très interactif parce que justement, vu que les 4 civilisations sont là, ben on va essayer de chacun tirer un peu notre couverte sur chaque civilisation. Fait que ça va créer des opportunités pour les autres. Fait que ça me semblait une belle promesse pour un gros jeu expert. On sait que Tachini est un habitué des jeux experts. Je sais pas s'il y a une cote de complexité. Là, des fois, vu qu'ils il est annoncé à 3.75 de complexité. Là, fait qu'on est quand même proche du 4. Là, fait qu'on peut quand même qualifier ça, je pense, de jeu expert. Ça va être édité par Mojito Studio, qui passe généralement par du socio-financement. Je pense que la campagne est déjà passée, mais je suis pas sûr. Honnêtement, j'ai pas Ça se vérifié. peut-tu que. Ouais, ça se peut-tu qu'il y ait eu des problèmes dans la campagne? Parce que j'ai remarqué que la note est quand même basse, tu sais, 5.8. Ça, généralement, Ouais, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont pas. Parce que le jeu n'est pas sorti. Fait que, tu sais, le ouais, c'est seul ça. moyen qu'il y ait une mauvaise note, parce qu'il y a du monde qui ont mis des 1 et des 2 parce qu'ils aiment pas quelque chose qui s'est passé. Je Ouais, sais pas c'est quoi. soit ça ou c'est peut-être des haters de Tachini. Là. On sait qu'il y a un passé un peu Ouais, c'est houleux. vrai, j'avais oublié ça, c'est peut-être ça. Fait qu'il y a peut-être ça aussi qui peut contribuer à des mauvaises notes pour un jeu qui n'est pas sorti. Fait que c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir ce jeu-là en action. Parce que d'après ce que je comprends, la dynamique a l'air intéressante. Puis originale aussi. Ça fait différent comme style de jeu. Fait que. Puis Mojito Studio font des belles productions aussi. Là. C'est eux qui avaient fait le remake de Cléopâtre et la Société des Architectes, là, justement. Fait que ils font des belles productions. Fait que j'ai hâte de voir. Justement, il y avait quelques petites images. Ça a l'air d'être des prototypes. Là. Fait qu'il a l'air d'avoir un système d'action avec des dés aussi à l'intérieur. Fait que vraiment un jeu qui promet. Fait que j'ai hâte de voir ça en pratique. Donc, tu vois, il était présenté au Ouais. Spiel en 2024. Fait que c'est ça. Fait que peut-être qu'il va pouvoir sortir cette année. Fait que Théo Gracia, mon numéro 3. Parfait. Fait que je vais y aller avec mon numéro 2. Ben, en fait, je vais commencer avec une précision en disant que j'ai deux numéros 1. Oh, J'ai pas de numéro 2. Fait que là, j'aurais pu les présenter dans n'importe quel ordre. C'est vraiment deux jeux qui si j'y pense trop, ils m'empêchent de dormir la nuit. wow. Euh, Fait que je vais commencer par le premier des deux qui promet le plus ambitieux, un des jeux les plus ambitieux que j'ai vu de ma vie. Et c'est C'est un bon. jeu qui s'appelle Enormity, qui est le jeu de, voyons, Into the Unknown, qui Ouais. sont la compagnie qui ont une certaine
une certaine aura après avoir fait le jeu Aeon Trespass. Ok. Il y a eu, pour ceux qui ont joué, qui a généralement eu des critiques assez dithyrambiques. C'est potentiellement, j'ai pas encore décidé si j'y allais all-in. Je l'ai backé. Là, pour l'instant, je l'ai backé à un des plus petits pledges. Mettons, là, pour le fun, là, le all-in, d'après toi, il est combien? 600. Il est 1200 €. Pardon? 1200 €. C'est proche de 2000 Canadiens, ça, là. C'est ça. Fait que là, tu sais, Ben on voyons s'entend pour donc. dire que c'est beaucoup de périodes de suppléance. Fait que je suis pas sûr que je vais prendre ça. Mais bref, Enormity, c'est dans le fond, les joueurs vont se ramasser sur une espèce de vaisseau massif, un vaisseau perdu, là, derelict, là, qu'ils disent en anglais, là, une espèce de vaisseau qui flotte dans l'espace, qui est abandonné, mais qui est massif, là, qui est gros comme une planète. Là. OK. Et ils vont explorer l'intérieur de ce vaisseau-là. Fait qu'il va évidemment avoir des créatures, des monstres. C'est un jeu qui est basé sur l'horreur. Le système de combat, il va y avoir des monstres, fait qu'avec un système de combat plus léger, puis il va y avoir des boss où ils reprennent les grandes lignes du système de combat d'Aeon Trespass. OK. Fait qu'un gros côté boss fight avec la narration, des livres et des livres et des livres de narration. Il y a des informations secrètes. Là. Tu viens de voir passer les petites cartes là, qui ont été prendre un petit peu comme dans Nemesis là, avec le petit décodeur. Il y a énormément de personnages, de possibilités de développer ces personnages, mais j'aime beaucoup le feeling Dead Space. Moi, c'est à ça que ça me faisait penser, le jeu vidéo Dead Space. Fait qu'on explore une base abandonnée dans l'espace, tentant de comprendre ce qui s'est passé, et on nous assure qu'il va y avoir des surprises narratives absolument dévastatrices pour notre équilibre mental. Mais le cover était écœurant en plus. Là. Ouais, Fait c'est ça. que. Ouais, c'est ça. Fait que ce jeu-là va être absolument fantastique, j'en suis déjà sûr. Le pledge all-in m'apparaît un peu exagéré, Ouais, là, qu'est-ce que ça comprend pour coûter mais 1200 €? tu sais que t'as comme toutes les expansions dans le fond. Là, ils ont fait. Chaque expansion ajoute comme des sections vaisseaux que tu peux aller explorer davantage. Puis là, mettons, si tu prends le all-in, t'as les maths, les figurines de plus. Puis eux autres, le all-in, faut que tu sois un collectionneur, eux autres, pour aimer leur all-in. Fait que c'est sûr que je prendrais pas le all-in. Parce qu'eux autres, ils vont faire, mettons, comme ils ont fait pour Aeon Trespass, il y a une boîte de figurines. Comment il s'appelle? Il y a un matériau plus fragile, mais qui sont plus belles. Là. Genre de Je me rappelle de résine? Ouais, une espèce de résine. Mais tu peux avoir toutes les figurines du jeu. T'as comme dans une deuxième boîte qui sont toutes en résine pour que tu puisses les peinturer puis les mettre. Puis juste cette boîte-là, il y a genre 250 pièces. Ouais, ok. Fait que tu sais, t'as pas nécessairement besoin de toutes ces affaires-là. Mais c'est surtout, c'est plusieurs expansions à 70 € l'expansion. Puis quand je dis plusieurs, c'est genre une dizaine. Là. Permettent d'ajouter des morceaux au vaisseau que tu peux explorer. Fait que ça, pour les amateurs de jeux narratifs infinis, comme moi, ça me semble être un coup de circuit. Un peu à cause de cela, je savais qu'ils le préparaient quand ils avaient annoncé Kingdom of Forlorn, qui est leur autre énorme jeu narratif juste avant. Fait que je me dis, Chambac, mettons, un sur deux ou trois d'eux autres. C'est des centaines de dollars à chaque fois. Là. Fait que moi, Aeon Trespass, avec les années, je vais avoir eu pas mal tout ce qui se fait en termes de gameplay, là, pas nécessairement en termes de support puis les figurines, comme je te dis. Fait que Kingdom of Warland, j'ai complètement skippé, puis Enormity, je vais tomber dedans assez lourdement. Wow. Méchant projet, ça. Ouais, fait qu'un mélange d'exploration, d'horreur, de boss fight, de combat, de développement de personnage. Ça Tout ça m'apparaît se passe être dans le vaisseau. extra. Puis tout ça se passe dans le vaisseau. Ok. Qu'on va découvrir des mystères de qu'est-ce qui se passe donc dans ce vaisseau-là. Puis pour ceux qui ont joué à Aeon Trespass, on sait que ça va être une grande force dans la compagnie, la façon dont l'univers va être développé. Voilà. Ouais, ok. En tout cas, ça va faire mal à ton portefeuille, ça. Ben, il y a déjà un bout de payer. Puis là, c'est à savoir à quel point, où je me rends. Ok. Mon numéro 2, il est moins ambitieux que ça, évidemment. Il va coûter moins cher aussi, je pense. C'est un jeu qui est basé sur un IP très nostalgique et très niché. Euh,
quand j'étais ado, puis que je jouais à Donjon Dragon, c'était comme un des films qu'on aimait écouter qui était drôle en même temps. Tu sais, c'est comme un truc fantasy, mais avec côté humoristique. C'est Army of Darkness. Donc, le film Army of Darkness, de Ouais. Board Game. Donc, Army of Darkness, de Board Game, basé sur le film Army of Darkness. Fait que c'était comme un film culte de mon adolescence et de probablement l'adolescence de beaucoup de rôlistes. Donc, où il y avait Ash qui était envoyé dans le passé, donc il se ramasse dans un monde médiéval. Ash qui est un commis dans un genre de Walmart là, ou une quincaillerie. Là. Puis c'est ça. Fait qu'il se ramasse avec son char puis ses affaires technologiques dans un monde médiéval. Puis là, il part en quête du Necronomicon pour essayer de régler les problèmes, mais il fait ça tout croche. C'est un genre d'anti-héros. Fait que le board game, c'est un jeu de tower defense coopératif. Fait qu'on reprend la bataille finale du film où on protège le château et le Necronomicon pour pas que Evil Ash prenne le Necronomicon. Fait que c'est ça. Tower Defense coopératif avec une notion de contrôle de territoire, avec une notion de action assignment. On va avoir aussi des upgrades. On va upgrader notre château à l'aide des affaires technologiques que Ash a dans son char. Fait qu'on va peut-être mettre des pièges, des trucs comme ça. Puis, en fait, la compagnie qui a fait ce jeu-là n'est pas super connue, mais je vais attirer ton attention sur les auteurs, qui sont les mêmes auteurs du jeu Terminator Genesis. Il a refait de quoi? Un jeu que tu as parlé souvent, comme étant une espèce de dungeon Que j'aime crawl. vraiment beaucoup, puis qui est Vraiment, pas ouais, trouvable. c'est pas très connu non plus. Fait que là, c'est Non. ça, c'est les mêmes auteurs qui font ce jeu-là. Fait que ça m'a aussi hypé un petit peu en disant, ils vont peut-être faire de quoi de vraiment cool avec ça, finalement. Il y a aussi des figurines donc, à l'intérieur du jeu. Donc, Ash, Evil Ash. Le roi Arthur, tout ça. On va avoir aussi deux façons de gagner. On peut survivre assez longtemps pour pouvoir utiliser le Necronomicon et briser la malédiction. Ou on peut évidemment vaincre Evil Ash, qui est le boss du jeu, qui est ton doppelganger Evil. Voilà. Fait que Army of Darkness de board game, vu l'équipe de designers derrière ça, puis un IP nostalgique au bout, c'est quelque chose qui m'intéresse à essayer en 2026. C'est mon numéro. Fait que je termine avec. Ouais, fait que moi aussi, il était quasiment sur ma liste. Je termine donc avec mon cours numéro 1, qui est un jeu qui s'appelle Battleforge Berserker. Lui, au niveau de la date de sortie, parce que c'est pour terminer sur le numéro 2, Enormity il est censé être en 2 vagues. Fait que je m'attends quand même à ce que la première vague sorte en 2026, parce que ça fait longtemps qu'il est backé. Là. Lui, c'est autour de septembre 2025 autour de septembre 2024 que je l'ai backé. Fait que ils ont déjà 1 an et demi de design, fait que tu devrais sortir l'avoir de base. Battleforge Berserker, la campagne s'est terminée il n'y a pas si longtemps, un peu à la fin de 2025. C'est Creative Studios, fait que la gang qui ont fait Chronicles of Drunagar. C'est partiellement les mêmes auteurs que Drunagar. Et là, tu as un boss fight. Oui, vas-y. Avec un système de cubes encore. Oui. Fait que t'as un boss fight dans un univers nordique où les joueurs vont s'enrager pour aller péter des espèces de dieux mécaniques qui ont corrompu leur mythologie. Wow. Fait qu'il y a plusieurs affaires qui m'intéressent là. La compagnie a fait vraiment un coup de circuit pour moi dans l'univers des Dungeon Crawl. Fait que s'ils s'essayent dans l'univers des boss fights, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Le système de progression a l'air intéressant. Le système de combat repose sur un système de rondelles. Tu le vois d'ailleurs là. Fait que tes actions les plus puissantes, il va falloir que tu les charges en déposant tranquillement des cubes dessus pour éventuellement la faire nice. Avec un maximum d'efficacité. Fait que d'amener un système de rondelles dans un gros boss fight, j'ai trouvé ça intéressant. Ça me rend aussi curieux que quand j'avais entendu m'amener un système de placement de cubes dans un gros dungeon crawler. Ça avait l'air sorti de nulle part, mais là, c'est un peu le même principe. Puis il y a un des auteurs qui est aussi un de ceux qui a travaillé sur Drunagar. Fait que c'est du monde que je trouve intéressant. Ils vont avec la mode qui est de plus en plus répandue d'avoir des maps qui sont dans des cahiers là, spiralés qui t'ouvrent.
Fait que tu vas juste comme ouvrir 2 pages, tu colles les deux cahiers ensemble, puis ça fait ta map pour le fight. Fait que ça accélère la mise en place, parce que Drunagar, c'était pas sa force, la mise en place, la rapidité de la mise en place, Moi, mettons. non. Puis il y a un système de rage, là, parce que le jeu s'appelle Berserker, fait qu'ils disent, dans la façon dont ils présentent thématiquement le jeu, ils disent que t'es pas là pour sauver le monde, t'es là pour le venger. Fait que C'est God of fait que War, là. ouais, tu sais, peut-être un peu le principe. Puis t'as un système de rage, fait que tous les coups que tu vas réussir à faire, puis les coups que tu vas recevoir vont comme te rajouter une ressource que tu vas pouvoir réutiliser puis réinvestir de différentes façons dans des différents attributs. T'as un esprit de la vengeance qui t'habite. Tu le vois d'ailleurs partiellement sur la figurine que tu vois en bas à gauche dans l'image que tu montres, où tes figurines, ils vont comme se socler sur une espèce d'esprit, là, dépendamment de ce que tu choisis. Fait que là, dans le cas que tu vois, c'est la base verte, là, c'est Ok, une ouais. espèce de base que ta mini, elle peut aller dessus. Puis là, celle-là, c'est la base du loup, je pense, le vert. Fait que c'est une espèce d'esprit de loup qui vient comme s'installer en capuche, là, si tu veux, sur ton Wow. personnage, parce que ton personnage va comme snapper à l'intérieur. Fait que ça a l'air vraiment très cool avec des boss gigantesques qui ont un AI différent, un fonctionnement différent d'un boss à l'autre. On vante le système où la coopération va être très, très, très importante à l'intérieur du jeu. Pour le gameplay, le reste, on va voir au fur et à mesure que la campagne, parce que la campagne est faite, mais tu sais, généralement, avec les updates, ils vont dévoiler de plus en plus comment ça va fonctionner. Mais moi, le système où tu deviens de plus en plus puissant parce que tu te maganes, parce que tu as des dégâts, parce que tu vas chercher ta ressource. Ça me fait d'ailleurs penser à Aeon Trespass qui ont fait où plus t'es magané, plus t'es fort, plus t'es sur le bord de la mort, plus t'es fort. Puis je trouvais que c'est un système qui était très intéressant. Puis le système de rondelles, très curieux de voir comment ça va se jouer, puis comment ça va se mettre en place, puis avec est-ce que ça va faire quelque chose de très efficace. J'espère que oui, mais ça a l'air vraiment très très cool. Wow, ça a l'air vraiment malade. Ouais, ça a l'air vraiment vraiment hot. Fait que ça s'appelle Battleforge Berserker. Fait que ça va être une année de Berserker d'ailleurs. Ah, j'avoue. Wow. Donc ça a l'air très cool. Fait que Lucie est backé, évidemment. Ben oui. Ben Euh, oui. pour terminer, mon numéro 1, j'y vais avec un jeu qui a été annoncé récemment qui s'appelle Entropy. Ah bon, ils ont mis la photo. Bon, parce que la semaine passée, il n'y avait pas d'image sur la page, mais ils ont publié plein Ouais. d'images en dernière semaine. Entropy, un des prochains jeux de Board and Dice qui est annoncé pour Gen Con 2026, fait que vers la fin de l'année. Donc, un jeu d'un trio d'auteurs All-Star pour moi. Donc, jeu de Simone Luciani avec Nestor Mangot, c'est le co-auteur avec qui il a fait Darwin Journey ou Newton, et avec Tommaso Battista, le co-auteur avec qui il a fait Barrage. Fait que là, c'est vraiment une Ouais. grosse collaboration à trois avec des co-auteurs avec qui il a fait des énormes succès. Fait que, évidemment, la barre est haute, ça hype pas mal, cette affaire-là. C'est évidemment une espèce de gros jeu euro expert. Le thème a l'air un peu weird. En fait, le thème a l'air de ressembler à Civolution. On est des espèces d'entités cosmiques, puis on va manipuler l'entropie pour créer des systèmes solaires, des planètes, sur lesquelles on va aller placer de la vie, placer des écosystèmes. Puis c'est un système d'action basé sur une rondelle. Fait qu'on a une double rondelle d'action. Fait qu'on va avancer sur la rondelle, puis la rondelle a comme des actions des deux bords. Fait que là, on va pouvoir prendre des actions à ces places-là. En créant des planètes, puis en mettant de la vie ou des écosystèmes sur ces planètes-là, on va débarrer des pouvoirs, des habiletés qu'on va pouvoir utiliser le reste de la partie. On va avoir aussi des systèmes, on va pouvoir développer des objectifs. Donc, il y a des choses là-dedans qui vont nous donner des objectifs pour marquer des points. Il va y avoir des objectifs communs, comme à peu près aussi tout le temps dans tous ces jeux, ou peut-être des objectifs de fin de manche. Fait que c'est ça. Gros jeu de développement. On va pouvoir upgrader notre console. Fait que c'est pour ça que je disais que ça ressemblait un peu à Civolution. Ouais. Tu as une Ouais. console qui te permet de créer la vie et créer des planètes. Fait que là, tu vas pouvoir upgrader cette console-là pour avoir des meilleures actions. Fait que ça a l'air d'un gros jeu de développement et tout ça, avec du engine building. Ça a l'air d'être beaucoup de choses intéressantes à l'intérieur de ce jeu-là. Beaucoup de pièces, évidemment, de bois
Les couleurs ont l'air assez belles à l'intérieur. Donc, les jeux de Simone Luciani, souvent, ils ont une iconographie qui est vraiment hors pair. Fait que ça, c'est toujours le fun, justement. C'est Ouais. des jeux qui sont pas dépendants de la langue. Donc, c'est des jeux que toutes les composantes de jeu ont juste des symboles, des icônes. Fait que ça, c'est cool parce que, justement, c'est des jeux que, justement, les jeux de board and dice comme ça, je suis pas... souvent, j'attends pas nécessairement la version française. Ça me dérange pas d'avoir la version anglaise, justement, parce que le matériel est indépendant de la langue. Fait que très hâte de pouvoir essayer ce monstre-là, qui a l'air vraiment d'être un jeu expert très cool dans les jeux euro. Ils l'ont mis disponible présentement sur TTS, donc Tabletop Simulator. Fait que je vais peut-être me risquer à aller jouer une game avec Pierre-Marc pour qu'on puisse se mettre l'eau à la bouche avant la sortie à Gen Con, là, pour Ouais. pouvoir essayer ça un peu, voir comment ça roule. Fait que, ouais, un beau projet pour 2026. Puis, tu sais, avec Board and Dice, je suis pas inquiet non plus. C'est un éditeur d'expérience qui sont habitués de faire ce genre de jeu-là. C'est aussi un éditeur qui fait des bons livrets de règles pour des jeux experts. Fait que ça, c'est quelque chose de rassurant aussi. Composantes, c'est généralement bien. C'est pas quelque chose qui est démesuré non plus dans leurs composantes, là. C'est des choses qui font bien la job, du bois, du carton, mais c'est des choses d'une bonne qualité sans être exceptionnelles. Voilà, le cover a l'air un peu bizarre, là. Une espèce d'animaux un peu weird sur une planète qu'on vient de fabriquer, mais bon, c'est un thème un Ouais. peu weird aussi, là. Fait que Ouais. Entropie, mon jeu le plus attendu pour 2026. C'est vrai que ça avait l'air très cool. Donc, Dans voilà. ta liste, Dans ta liste, il y avait. Moi, je pense qu'Entropie, c'était. À part ceux qu'on a déjà en commun. Entropie, c'était un des seuls que j'avais nommé. Mais il y avait Army of Darkness qui était sur ma shortlist aussi. Moi, Il y a les Lord of j'avais. the Rings, le jeu de pli. Faudrait bien que je les essaye à un Ouais, moment donné. J'ai pas essayé le premier encore. ouais, moi, je pourrais te prêter, il se prête bien. Je l'ai passé à Pierre-Marc, le premier. Ouais. Je l'ai fini un jour. Ouais. Moi, j'avais dans mes mentions arabes, j'avais l'extension Root de Homeland Expansion. C'était censé Ouais. sortir en 2025, mais finalement, ça va être 2026. Ça va shipper bientôt, fait que c'est pas si pire. Dans les mentions arabes, j'avais Time Spend, qui est un autre Civ game, où tu vas smasher un board asymétrique d'une civilisation avec un board asymétrique de technologie ensemble pour faire ta civilisation pour cette game-là. Puis c'est les auteurs... l'auteur Admundson là, qui a fait beaucoup de jeux euro, là, Admundson Osby là, qui a fait beaucoup de jeux euro. J'avais Riftblade qui était un deck building poursuivi par le socio-financement. Rise of Myth Cthulhu. Oui, je l'avais aussi Ouais, il devait dans être mon sur ta shortlist. shortlist. Un genre de roguelite deck building. Là. Fait que là, Oui, que tu recommences, puis j'avais lu dans les commentaires qu'il était il y avait déjà la réputation d'être très difficile dans le sens que tu vas te faire péter au début, mais tu gardes des petits avancements d'une ouais, game à c'est ça. l'autre. Vraiment roguelite, puis à force, tu finis par réussir à battre le jeu. Là. Ouais, exact. Fait que ça avait l'air cool. Un qui est plus une farce, Goat Simulator de card game. Fait que, on continue à adapter des bons jeux vidéo en jeux de société. Et si vous voulez Moi, il y jouer avait le chef. Game Makers ou quelque chose comme ça Ouais. qui m'intriguait aussi. On dirait que je sais pas quoi en penser quand il y a un jeu qui est comme tellement méta que c'est un jeu qui réfléchit sur sa propre existence comme jeu. Là. Ouais, Mais ça avait l'air intéressant, c'est de designer un jeu de société. Dans le fond, c'est un jeu de société où tu te fais un designer de jeu de société. ouais, puis tous les jeux dans le jeu que tu fabriques, c'est des vrais jeux qui existent. Fait que tu peux Ouais, c'est ça. fabriquer Cascadia, tu peux fabriquer Castle of Burgundy, etc. Ça me faisait penser avec une mécanique différente à ce qu'il avait fait le jeu qui s'appelait Spiel, justement, ou en tout cas le SN, ouais. SN, c'est ça. Ouais. Qui était où tu avais tous des vrais influenceurs sur le cover de la boîte, puis des vraies affaires de jeu, puis il fallait que tu acheté une personne qui était dans la convention SN, puis il fallait que tu achètes un maximum de jeux in du moment. Ouais, puis c'était les jeux qui sortaient cette année-là qui étaient dans le jeu. Oui, Là. c'est ça. Fait que- C'est ça. Il y avait eu une entente pour avoir à peu près. Dans le fond, c'est un petit token rectangle là, avec des vrais jeux là, qui étaient dessus. Puis sinon, j'ai fait une nouvelle catégorie, pas des jeux que j'attends pour 2026, mais des campagnes de socio-financement que j'attends pour 2026. Fait que c'est sûr que c'est des jeux qui vont Ok, sortir oui. plus en 2027-2028. Fait que je vais en rafale. Là. Donc, une campagne pour Slay the Spire, l'extension Dawnfall. Fait Ouais, que je l'ai j'ai vu hâte passer. de voir ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Galileo's Truth, donc le jeu de le même team éditorial que Darwin's Journey, mais c'est pas un jeu de Simone Luciani, là, c'est Virginio Gigli puis Brassini
qui est quand même un duo d'auteurs établi. Fait que j'ai hâte de voir, puis basé sur un scientifique qui est Galilée. Diablo de Board Game, peut-être qu'on va voir enfin la campagne. Ça fait, je sais pas, on dirait que ça fait 3-4 ans, c'est annoncé. Ça stagne un peu, mais en même temps, c'est bon signe. Mais c'est quand même la compagnie qui a fait Ça veut dire qu'ils Frostpunk. développent le jeu. Là. C'est ça, c'est la Ouais, compagnie qui a fait ouais, Frostpunk. ça va être bon. Moi, juste à cause de la compagnie. Ouais, exact. Il y a des changes à back juste parce que cette compagnie-là, c'est tellement bon ce qu'ils ont fait jusqu'à date. Là. Ouais, puis s'ils prennent leur temps, puis c'est bien correct pour le développer. Ça avait été un peu la même chose avec Slay the Spire. Ça avait été long avant qu'ils lancent la campagne parce qu'ils développaient. Quand ils avaient annoncé qu'une campagne s'en venait, ça a pris quasiment 3 ans avec la campagne. Ouais, exact. Ça faire. Marco Polo, un de mes jeux préférés qui va avoir une version Deluxe. On veut des chameaux en métal. Brass Pittsburgh, le nouveau Brass qui va avoir sa campagne cette année. Et peut-être qu'on va voir la campagne de Dane, qui est un jeu, une espèce de spin-off à la gloire d'Odin, que ça fait aussi des années qu'il est annoncé, qu'il est en développement. Fait que peut-être que la campagne va finir par éclore à un moment donné en 2026, si on est chanceux, si on finit de développer le jeu. Donc, Uwe Rosenberg, avec justement l'auteur qui a fait l'extension de la gloire d'Odin, c'est lui le co-auteur sur ce jeu-là. Fait que j'ai hâte de voir si ça va aboutir ou pas. Fait que c'est des socio-financements que j'attends dans l'année. Fait que c'est pour ça que j'ai pas mis ces jeux-là dans ma liste, parce que c'est sûr que si ta campagne n'est pas faite là, en janvier. Là, ouais, non, c'est sûr. Puis surtout qu'il y en a une couple là-dedans, c'est des gros morceaux. Exactement. Fait que c'est ça. Fait qu'on va surveiller les campagnes. Ça, moi, en termes de trucs peut-être à souligner, dans les campagnes que je vais surveiller en 2026, il y a la deuxième campagne de Sheol. Qui est un très très bon jeu dont j'avais déjà parlé là, dans les Tile Laying Games. Que la compagnie avait de la misère à livrer, puis là, ils refont une nouvelle campagne, et d'ailleurs, juste là, il est ici. Fait que, il y avait eu de la misère à livrer le premier, puis là, ils ont réussi, puis là, ils repartent une nouvelle campagne, puis ils le refont, puis ils font un update pack pour les. Je sais pas si je vais le backer, là, parce que l'update pack coûte vraiment cher pour les premiers, parce qu'ils refont toute la boîte, puis l'insert, fait que juste la taille. Fait que le shipping est cher à cause de ça. Mais ça risque d'être intéressant. Puis quand même souligner que j'ai 3 jeux de Seaman qui sont censés sortir cette année. Il y en a 2 que j'ai un peu d'espoir. Ben, il y en a un que c'est sûr qui sort. J'en ai un que j'ai un peu d'espoir, puis l'autre, je suis un peu inquiet. Mais ils ont publié leur échéancier il n'y a pas longtemps. Fait que si tu vas aller voir, pour savoir sur quel projet ils travaillent cette année. Je le suis. Parce que, tu sais, dans le fond, celui que je suis censé recevoir quand même relativement bientôt, c'est le DC United. Ouais. Parce que lui, ce qui m'encourage de lui, c'est qu'ils font avec Spin Master. Fait que vu que c'est une collaboration, Spin Master va peut-être les aider à arriver au fil d'arrivée. Peut-être qu'on n'aura pas toutes, mais qu'on va avoir des affaires. Puis ils sont avancés dans la production. On a reçu plein de photos. Fait qu'il y a plein d'affaires de fait. Il y a le Cthulhu qui a été racheté par Asmodée. Ouais, c'est correct. Ça aussi, c'est un signe de succès. Ça, c'est correct. Puis celui qui est le plus inquiétant, c'est probablement Massive Darkness. Ouais. Parce que c'est un de leurs derniers sur leur liste qui est censé sortir cette année. Pas mal sûr qu'ils vont vendre l'IP dans l'année. D'après moi, c'est juste que Massive Darkness, c'est ça, c'est un IP qui est intéressant. Fait qu'ils vont peut-être réussir à le vendre. Ouais, d'après moi, Asmodée vont l'acheter. À le vendre parce qu'il y en a une couple de plus obscures là, dans leur licence. Là, les 28 zombicides qu'ils ont fait sur le site. Dead Keep, qui est un espèce de zombicide dans l'univers de Trudving Legends, finalement. Là. Ouais, un peu. Fait que celui-là, lui, il a peut-être plus de chances de mourir. Massive Darkness, d'après moi, il y a des chances de rester à flot. Fait que on les espère. Ouais, fait qu'on surveille ça dans les prochains mois. Fait que, encore une fois, merci beaucoup de ta participation. C'était le fun de voir ce qu'il y avait sur ton radar. Et les gens, évidemment, les gens qui viennent de nous écouter, on vous invite évidemment à laisser des commentaires. Vous pouvez commenter nos choix si c'est des jeux que vous aussi vous attendez pour l'année 2026. Sinon, dites-nous ce qu'il y a sur votre radar pour la prochaine année ou s'il y a peut-être des choses que nous, on a manquées. Fait qu'il serait intéressant que vous nous donniez ce qui est sur votre radar, qu'on puisse regarder ça aussi de notre côté. Donc, merci encore une fois pour votre écoute. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos ou les podcasts qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Donc, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer. Au revoir, ciao!